Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui en présence de Mister Hugo. J'habite ici en fait, hein. J'ai signé le bail, Notre spécialiste Kill Team. Et on va parler ensemble des jeux d'escarmouche de l'univers de Warhammer. T'es prêt Hugo? Oui, je suis très chaud. On est parti, let's go! Merci Hugo d'être présent aujourd'hui pour cette petite vidéo. Avec plaisir. Merci beaucoup, qui est la première de notre séquence entière. Exactement, parce que c'est la première qui sortira et après vous aurez un rapport de ma taille monté et un petit best-of. Voilà. De ce qu'on a streamé il y a 2 jours ensemble. Voilà, où je me fais un peu défoncer. Ouais, mais en tout bien tout honneur. Le plaisir était présent quand même. Voilà. Exactement. Donc Hugo, merci encore. Aujourd'hui, on va répondre à une question. Ouais. Mais on va pas faire ça comme ça en donnant notre avis, on va partir point par point. Je t'ai prévu des questions. Allez. Quel est le meilleur jeu d'escarmouche de l'univers de Warhammer? Mais non. On va essayer de répondre. Je croyais qu'on allait faire les 5 meilleures recettes de cuisine pour les pâtes à la carbonara. Ça, c'est avec Alessia. Ah mince, je me suis trompé de chaîne. Mais c'est super parce qu'on a en effet plein de choses à dire. Moi, c'est une question qui me trotte dans la tête depuis très longtemps. Comment est-ce qu'on fait pour départager ces merveilleux jeux qui sont à présent, j'ai envie de dire, maintenant merveilleux? Ils n'ont pas toujours été, mais on a des gammes de jeux conséquentes qui sont faites avec des figurines magnifiques. On a un bout de Warcry ici que t'as peint, un bout de Kill Team ici que t'as peint, et on a une vitrine ici de figurines peintes, c'est magnifique aussi. Merci Hugo. Donc il y a tellement de choses à faire, à voir, à discuter. On est là ensemble pour débattre de tout ça. Exactement, et on va essayer aussi d'aiguiller les personnes qui voudraient se lancer dans le hobby. Exactement. Dans quel jeu ils peuvent commencer. C'est ça, c'est voilà, ça. Le but, c'est quand même une vidéo informative. C'est pas comme je vous ai dit de dire ah ouais, moi mon jeu préféré c'est Warcry, oh moi mon jeu préféré c'est Kill Team. Sinon ça n'aurait aucun sens. Donc déjà on va vous présenter les différents jeux en commençant par celui que vous avez tout à gauche. Alors, on les a disposés au hasard. Par rapport à la taille du livre en fait. Le premier est Boarding Action. Attention, il a été réédité il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est la version 10. Voilà, de Boarding Action. En fait, c'est le mode de jeu Boarding Actions de la version 10 de Warhammer 40 000 en fait. Exactement, c'est exactement. C'est juste un mode de jeu de Warhammer 40 000. Sauf que Warhammer 40 000 est un jeu d'armée gigantesque. Là, on a en fait quelque chose qui a été condensé à peu près exprès pour fonctionner un peu comme un jeu d'escarmouche. Lui, c'est presque déjà la première exception à la règle parce que ce n'est pas vraiment un jeu d'escarmouche. C'est pas vraiment un jeu d'escarmouche. Mais c'est un format qui peut s'apparenter à tel. Exactement. Est-ce que c'était français? Peut-être. On l'a compris. Donc, normalement, dans une partie, dans un tournoi classique, Warhammer 40 000, on joue en 2000 points. Là, vous jouez en 500 points. Exactement. Et on est sur des tailles de cartes beaucoup plus réduites. Donc, c'est la moitié à peu près d'une taille standard. Oui. Donc, 2 fois le format Kill Team. Voilà, qui va être, on va dire que c'est notre module Table Kitchen, donc la table de cuisine. Là, il va falloir faire 2 modules et surtout, il va falloir avoir un matériel qui est le terrain de l'action d'abordage. On en parlera au fur et à mesure dès qu'on parlera des prix, mais c'est un des sujets. C'est un des sujets. C'est un des sujets parce que voilà, il faut le peindre, il faut le monter, il faut l'acheter aussi, même si on peut toujours essayer de trouver des alternatives, des choses en 3D qui sont magnifiques, mais voilà. Le jeu Warhammer 40 000 a une version, on va dire, plus petite et plus réduite. On peut aussi parler, il y a le combat de patrol, qui est l'équivalent de Spearhead, parce qu'on va oui, fer de lance aussi. En fait, non, c'est que combat de patrol et fer de lance sont les 2 versions du jeu habituel et on va dire le gros jeu Warhammer 40 000 ou Age of Sigmar respectivement, mais qui sont avec moins de figurines et qui se jouent dans un circuit fermé parce qu'on va pas pouvoir ajouter verticalement des unités, genre j'ai acheté un chapelain, je veux le rajouter, ça tu ne peux pas, si ce n'est pas autorisé dans ta liste. Et donc la plupart du temps, tu auras une boîte qui aura une liste building, donc une manière de créer ta liste fixe. Tu auras quelques options, tu auras surtout quelques pouvoirs en option à choisir, mais sinon, une seule boîte suffira à faire ça. Donc là, il a présenté en même temps Spearhead. La différence entre Spearhead et Patrol, c'est que Spearhead est beaucoup plus poussé, travaillé avec des cartes, avec un gameplay à jour. Moi, j'ai envie de dire que c'est différent. Déjà, boum, point de désaccord. Spearhead et Combat de Patrol, c'est pas pareil. Et Action d'abordage, pour moi, c'est pas pareil. Ah non, je comparais Spearhead avec Combat de Patrouille. D'accord, très bien. Oui. Là, on se rapproche d'une stratégie, on va dire, qui est inclue dans le jeu avec ses cartes, en effet. C'est ça. Plutôt que juste la castagne des actions de mission, on va dire. Mais là, tu as des choix stratégiques par rapport aux cartes que tu as en main. Donc, on se rapproche un peu du jeu de société dans certains aspects. Exactement. Et aussi, deuxième différence, c'est que les cartes Combat de Patrol, les maps sur lesquelles on joue sont 2 fois plus grosses que Spearhead.
Et oui, d'accord. Déjà, ça prend de la place sur la table de cuisine. Ça prend plus de place. Voilà. C'est quasiment le même format que Patrouille en fait. Que Action d'abordage. Que la patte patrouille. Que la patte patrouille, ouais. Okay. Là, ça y est, on les a perdus. En gros, combat de patrouille, donc le format simplifié de Warhammer 40 000, c'est quasiment les mêmes tailles que Boarding Action. Oui. Voilà, parce que Boarding Action, c'est encore un petit peu plus grand. Tu sais, c'est les formats de Kill Team Into the Dark qui sont un petit peu plus grands que le... Oui. C'est un chouïa plus gros. La réponse est oui, mais on va simplifier ça en une unité de surface, et après on a la version 2 unités de surface, et on fait un petit lissage de tout ça. Ouais, c'est voilà. plus simple. Nickel. Donc, combat de patrouille, 2 unités de surface. Voilà. Boarding Action, 2 unités de surface, un tout petit peu plus grand. Voilà, parfait, voilà. Nickel. Spearhead, une seule unité, même format que Warcry et Kill Team. De surface, ouais, parfait. Ensuite, on enchaîne avec Warhammer Underworld, qui va être refait incessamment sous peu. Je pense que ça va sortir au mois de novembre. Et oui, on va donc parler de ce qu'on connaît et ce qu'on comprend de la nouvelle édition. Mais on a un plateau fixe, alors qu'avant on avait deux plateaux. Voilà, donc déjà c'est une grande différence. Donc on reste sur notre unité de mesure. Le nombre de figurines peut-être va être entre 4 et 8. 8, je sais pas si ça existe beaucoup. 7 peut-être. Tu as même des bandes à 3. Tu as des bandes à 3. Ok, très bien. Oui, donc, je vois très bien en plus lesquelles. Ouais. Donc tu commences de 3 figurines jusqu'à 7-8. Ouais, à peu près. À Spearhead, vraiment, le minimum c'est 13 ou 14. 14 je dirais, c'est les Saurus. Et tu peux monter à 25 en Skaven, un truc comme ça. Parce même plus 26-27. Je crois que les Gloom, tu as 10, donc tu as 30, plus les Trolls, 33. Voilà, tu as de quoi faire. C'est beaucoup. Et ici, en action d'abordage, moi je dirais que les minimums c'est peut-être 10, 5 et 5. J'ai cru voir ça dans un des trucs. Peut-être si tu fais du Terminator, tu as peut-être à 11 avec la petite. En Terminator. Et après, 15. Tu peux avoir beaucoup dès que tu es sur du Tyrannie, des compagnies. Tu peux monter, je pense, jusqu'à 35, 40, voilà. Et comme c'est des manières de builder ton équipe beaucoup plus vastes, même si on a quand même de la restriction grâce au détachement de Boarding Actions, là on est sur des figurines à peindre, on va commencer à rentrer là-dedans aussi, qui sont beaucoup plus élevées que juste Underworld, où là tu peux commencer à 3. Voilà, c'est ça. 3 figurines, tu les peaufines comme tu veux et tu commences à jouer. Qui sont magnifiques avec des socles détaillés. Et ça, c'est vraiment super parce que dans Underworld, vous avez des sortes de mini-dioramas dans chaque figurine. Et ça, je pense que c'est aussi ce qui vous fait plaisir en tant que joueur AOS. Le soclage et le hobby est inclus dedans. Les figurines sont quasiment easy to build de mémoire. C'est ça, c'est easy to build. Easy to build comparé aux figurines plus traditionnelles qui vont avoir peut-être plusieurs options de montage ou autre, parce que c'est les figurines du jeu, on va dire, big. Le Big 40K. Yes, exactement. Alors, on va pas rentrer là maintenant de suite dans les détails parce qu'il y a tellement de choses à voir. Et maintenant, on va terminer sur Warcry Kill Team qui sont exactement la même chose. Du moins, exactement. Non, ce n'est pas vrai. Oh, je suis pas content. Non, mais on va dire que c'est le même niveau de gamme en fait, en termes de scope. Là, on est sur du petit scope, là-bas, on est sur le moyen scope, et là, on est sur le plus gros scope, en fait. Ouais, voilà. C'est ça. Et donc, en fait, Kill Team et Warcry, c'est les jeux d'escarmouche. C'est vraiment les deux jeux d'escarmouche de l'univers de Warhammer 40 000 et de l'univers de Warhammer Age of Sigmar. Exactement. Donc, si vous kiffez Age of Sigmar et vous voulez commencer par de l'escarmouche, vous allez sur Warcry. Si vous voulez de l'escarmouche dans l'univers de Warhammer 40 000, vous allez sur Kill Team. C'est les mêmes formats. C'est du de table, en effet. C'est du 22 sur 30 pouces. Ouais. C'est exactement, du moins, c'est à peu près le même nombre de figurines. Une moyenne de 8 à peu près. Ouais, voilà. Ça peut passer de 6 à, j'ai envie de dire 14-15. Voilà. Je sais pas à Warcry ce que c'est, mais à Kill Team, c'est ça. En général, les bandes élites, c'est 5. Donc, tu vois, donc c'est pareil en fait. Ok, ben nous, à Kill Team, un jour, on aura des teams à 5, mais on sait pas encore lesquels peuvent fonctionner qu'à 5. C'est vrai. Mais on verra. C'est sur le P de nettoyage. Pour Warcry et Kill Team, même si, bien sûr, ils ont chacun leur mode de jeu, ça reste la même chose dans la conception. Ça veut dire, j'active une figurine, il active une figurine, et c'est vraiment de l'alterner figurine par figurine. Voilà, ça joue, et c'est important. Ce qu'on n'a pas dans Boarding Action, Spearhead et Combat de Patrol. Par contre, ce que vous retrouvez dans Warhammer Underworld. Voilà. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour des présentations. Très bien. Maintenant, on va rentrer dans le questionnaire. Je t'ai préparé des questions que je vais te poser, mais en fait, je vais y répondre aussi. Ok, très bien. Donc, super. On va faire un ping-pong. Ouais, très bien. J'adore le ping-pong. Voilà, la France est très bien au JO des ping-pong. Moi aussi, et j'ai plutôt un bon niveau d'ailleurs. Ok, c'est parti. On arrête de jouer et on va jouer avec un ping-pong. Un ping-pong, c'est bon. J'ai ma raquette. Il me déteste. Par contre, si t'as pas posé la meilleure question,
Quel est le meilleur jeu de l'univers Warhammer? La réponse est évidemment Kill Team, parce que c'est mon jeu et que je suis de Kill Team France, et que donc la réponse, elle est question vite répondue. La question est vite répondue. Ouais. Voilà, c'était ça le mot. C'était ça le mot. Deuxième partie de la vidéo, avant de rentrer dans le questionnaire, Hugo m'a suggéré un petit truc fort sympathique, c'est le tarifage des différents jeux. Combien ça va nous coûter pour rentrer dans le hobby avec l'un de ces jeux. Et je trouve que c'est une très bonne chose de faire ça. On met de côté la question des peintures, tout ça. On est vraiment sur le jeu de figurines, la figurine bête et plastique méchante. C'est ça, on enlève le côté hobby peinture. Ouais. Donc là, on va attaquer avec Underworld, qui je pense pour moi est le moins cher de tous. On va avoir une boîte de démarrage aux alentours de 100 €. Je sais pas combien elle va être la nouvelle, mais je pense qu'elle sera autour de 100 €. Ah, c'est intéressant que tu dises ça parce que la nouvelle boîte de Kill Team va être à 87,5 €. Ah ouais? Ouais. Alors peut-être que la nouvelle va être à 80 parce que il me semble. Mais oui, normalement c'est censé être le jeu le moins cher. Normalement c'est 80 €. Voilà. Mais vu que Games augmente toujours leur tarif, je sais pas. En tout cas, ça va être. Pas encore. Très bien. Ça va être entre 80 et 100 €, je pense. Donc vous allez avoir une boîte de lancement avec tout, absolument tout ce que vous avez besoin pour jouer. Ouais. 2 bandes, donc vous pouvez vous la partager avec un collègue, livre de règles, dés, etc. De toute façon, ça vous le retrouvez dans tous les... Dés et cartes, parce que pour moi qui ne suis pas habitué, il faut le dire qu'il y a du dé dans Underworld, mais aussi dans Warcry. Oui. En termes, c'est des dés... Ah non, le gameplay est autour des dés, mais là, on a des dés spécifiques. Là, c'est des dés spécifiques. Et tout le reste, c'est avec des dés normaux, des D6, parce que forcément, Games va pas trop bouger du D6 encore. Exactement. C'est le seul jeu où vous n'avez pas des D6, mais vous avez des dés à forme particulière, du moins un symbole. Ouais, symbole particulier, ça reste quand même du D6 en termes de nombre de faces. C'est ça. Mais tout est complet pour jouer ici, et c'est quand même la meilleure entrée possible pour du jeu en, on va dire... kitchen table, encore une fois, c'est facilité d'interaction, de démarrage, ça reste le plus facile. Pour moi, Underworld, juste pour finir, je trouve que c'est... alors comment dire ça? C'est la liaison parfaite entre le jeu de société et le wargame. Tout à fait, parce que tu as des cases avec des carreaux, enfin ça ressemble aux échecs, des hexagones, voilà. Sachant que tous les autres jeux n'ont pas de cases. Alors que moi j'adore les jeux à cases, je suis vraiment un joueur de jeux de société, et pourtant c'est un jeu pas à cases comme Kill Team qui m'a attrapé, alors que Underworld, je suis passé à autre chose, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aussi Warcry, on a peut-être un peu le même niveau de chéritude que Kill Team en fait, parce qu'il me semble que les boîtes de base étaient quand même assez élevées, autour de, on va dire, 150 € les lancements de saison, avec les livres de base. Comme Hivestorm, c'était 180, je crois. Ouais, 180, mais parce que comme à chaque fois ils montent les prix, j'essaie de me rappeler la dernière boîte de base Warcry. Je pense que c'était à peu près le même prix. C'était dans les 155, si ce n'est 170. Voilà. Ça dépend aussi des saisons, parce que dès qu'on a eu Boarding Actions version Kill Team, donc c'est-à-dire la saison du Gallo Dark, la saison 2, et ben ça a démarré à 170 €, mais en même temps le terrain il défonçait et puis il était très kiloplastique. Ouais, bien sûr. Donc là, on a ici, on va dire dans les 150 € pour démarrer, mais en même temps, les sets de base peuvent être moins chers. Sets de base tout court, 90 pour Kill Team. Ici, on se dit 80. Et pour action d'abordage et Spearhead, comment ça fait? Eh ben, action d'abordage, c'est un peu compliqué parce que il va falloir acheter la boîte action d'abordage qui coûte une petite blinde quand même. Ah, il y a une boîte spécifique. Tu parles du décor là, j'imagine. Je parle du décor. Tu parles du décor. Je crois qu'il est à... Si ce n'est 200 €, c'est 180 € juste le décor, ou c'est 120 ou 150, je crois. Voilà, on a plus les prix. On est désolé, on n'a plus les prix exacts. On va faire des ordres de grandeur parce que 150 €, disons, allez, marché conclu pour le décor si on ne le trouve pas sur Vinted ou d'autres marchés. 55 € sur ce livre-là qui est donc important pour démarrer parce qu'il y a toutes les règles. Tu le retrouves pas sur Warhammer Community, il me semble. Voilà, il n'est pas dedans. Tu as de quoi faire tes détachements, donc la manière de chaque page. Il faut aussi un livre de règles Warhammer 40 000 parce que c'est un sous-jeu. C'est un supplément. Donc il faut avoir ça. Donc imaginons, on a acheté Léviathan. Quand on a acheté Léviathan, je pense qu'on a de quoi jouer au moins deux actions d'abordage. Je ne suis pas sûr de ce que je dis, évidemment. Si, je crois qu'en Léviathan, en fait, si tu achètes Léviathan, tu as la Patrol. Tyrannide, t'as la Patrol, Space Marine avec les Terminators, mais je ne sais pas si ce sont celles pour l'action d'abordage. Mais je pense que c'est à peu près ça. Je pense que tu peux te faire ton build avec. Donc 180 € de Léviathan, 150 € d'action d'abordage, le décor et 55 € d'action d'abordage, le livre, 350 € pour démarrer ce jeu-là, mais à 2 personnes tout de même. Mais ça reste quand même un certain budget. Voilà. Est-ce que Spearhead, on a une manière
moins cher de l'avoir, par contre, très cher. Il me semble que tu as des sets de démarrage. Moi, j'ai une réponse à ça. J'ai un doute. Acheter la boîte Radeskaven, qui était à 200 €, parce que dans la boîte Radeskaven à 200 €, marché conclu. On a tout de quoi jouer à Spearhead, les cartes, les mini décors et surtout 2 Spearhead complètes, c'est-à-dire la Spearhead des Stormcast nouvelle génération et la Spearhead des Skaven nouvelle génération. C'est ça. Et là, tu as de quoi jouer à 200 € et après, tu peux rajouter des patrolls à 110 € pour pouvoir avoir une Spearhead entière. Sachant que tu prends la boîte Radeskaven qui est la boîte de lancement du jeu Warhammer Age of Sigmar V4 classique, tu as plus que ce que tu as besoin. Tout à fait. Pour jouer. Donc tu peux revendre un petit peu. Tu peux revendre ou tu peux passer directement sur AOS derrière. Tout à fait. Donc en fait c'est la boîte la plus rentable parce que vous avez le livre de règles Age of Sigmar, le livre de règles Spearhead, vous avez 2 belles armées que vous pouvez vous diviser en 2. Par contre il me semble, je veux pas dire de bêtises, mais que tu as une boîte de démarrage Spearhead, full Spearhead avec juste les 2 sets. Ok, je ne la connaissais même pas. Et il me semble qu'elle est dans les alentours de 100-120 €. Je veux pas dire de boulet. Si c'est ça, ça veut dire que c'est un de nos jeux avec le plus de figurines mais le moins cher. Donc peut-être en rentabilité du nombre de figurines qu'il est au plastique, c'est peut-être Spearhead le meilleur, sachant que celui-là c'est le pire. Celui-là c'est le plus cher. Autant pour moi, le set de démarrage Spearhead est à 170 € sur le site de Warhammer, mais si vous passez par la boutique partenariat, vous pouvez l'avoir à moins 20%, soit 136 € et en même temps vous soutenez la chaîne. Mais il se trouve que plein de gens jouent déjà à Warhammer 40 000 et ont plein de figurines, donc c'est aussi dans cette idée-là, alors que Spearhead, c'est aussi très bien fait pour avoir des nouveaux entrants dans l'univers d'AOS. Moi, je ne joue pas du tout à AOS et pourtant, j'ai quand même déjà 2 Spearhead à la maison. C'est ça. Et après, si jamais vous voulez vous acheter une autre Spearhead, parce qu'il y en a plus d'une vingtaine de dispo et jouables, évidemment, avec les fiches techniques, il faut savoir que toutes les fiches techniques de toutes les unités de tous les jeux sont sur Warhammer Community gratuitement. Merci d'avoir fait ça à Games parce que enfin on peut avoir des règles gratuites. C'est le cas pour Kill Team à présent. On est les rois du monde. Les règles de base ne sont pas encore dedans, mais c'est des règles simplifiées. Sinon, toutes les factions le sont. Voilà, les teams. Et ben c'était déjà pas mal quand même comme petite overview de cette gamme-là. On a fait. Il y a beaucoup de choses à faire. J'espère que vous arrivez à nous suivre. C'est vrai qu'on a. Il y a des choses à dire. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur la troisième partie, les questions. On va essayer d'y répondre assez rapidement. C'est parti. On est parti pour la troisième partie, les questions, le questionnaire. Hugo, c'est parti. Quels sont, selon toi, les points communs et les principales différences entre chaque jeu de l'univers de Warhammer 40 000 en termes de gameplay, tout simplement? Bip! Les D6. Et c'est une bonne réponse. Oui, la mer Noire. Non, les points communs. Là, ici, on est donc sur un jeu d'armée, on l'a dit. Ici, du jeu d'escarmouche. Ici, du jeu de mini-escarmouche. Ouais, c'est un mélange, comme j'ai dit, plateau wargame. D'ailleurs, parce que je sais qu'il y a quelques personnes qui me regardent, qui jouent à Magic. C'est un mélange de Magic et de Warhammer et de jeux de figurines. C'est trop chouette. Hein. Oh, oui. Ils ont réussi quelque chose. Ils ont touché un truc et je pense qu'avec les jeux Rivals, les decks de 4 Rivals, ils ont encore mieux touché. Moi, j'ai jamais joué dans cette version-là, qui est arrivée il y a 3-4 ans, je crois, les jeux de deck Rivals. C'est ça. Ça va être vachement bien. Et là, on n'a pas fait de vidéo sur le nouvel Underworld, mais le fait qu'ils vendent des packs de 4 factions, en 4 factions, mais aussi un jeu de cartes de 16 factions, où tu as toutes tes factions d'un coup, ça va être hyper chouette d'y rentrer dedans. Exactement. On peut dire que le point commun, c'est l'activation alternée tout de même. Parce que pour moi, c'est quelque chose de très important par rapport aux jeux gros, on va dire, d'armée, qui, elles, fonctionnent en tour à tour, mais le tour complet. Le tour complet. On en a pas encore parlé, mais du Horus Hérésie, même si tu as des réactions par rapport à certains moves que ton adversaire peut faire, c'est quand même du tour complet par tour complet. Alors que là, on est toujours sur de l'alterné. Et je pense que c'est ça le début moderne. Alors attention, ça, c'est de l'alterné sans être de l'alterné. Ah, raconte-moi. Parce que Spearhead et Boarding Action, on garde le même gameplay que Warhammer 40 000 et Warhammer Age of Sigmar, sauf que tu vas avoir quelque chose de beaucoup plus condensé, plus rapide, avec... alors, tu as de l'alterner lors des combats, les phases de combat. Ok. Donc ça, c'est ok. Ah oui, tout aussi comme dans Warhammer 40 000, où c'est une unité, une autre. Donc déjà, c'est bien qu'ils aient mis ça dans le jeu, on va dire, de bataille. Maintenant, je vais prendre Spearhead, parce que Boarding Action, j'ai fait 2 parties test comme ça, alors que là, Spearhead, j'ai plus d'une vingtaine de parties, et puis je connais très bien Age of Sigmar. Donc en gros, on va avoir des mini-formats où l'un des 2 joueurs va s'activer avec ses phases qui vont défiler, donc phase de héros, phase de move, ça c'est la vraie différence par rapport à tous les autres. Exactement, mais tu peux arrêter ton adversaire en disant attention, j'ai une réaction.
Oui. Et donc en fait, tu es toujours sur le qui-vive pour savoir si oui ou non tu fais quelque chose. Mais ça, on l'a aussi dans les gros jeux. Tu l'as aussi sur les gros jeux. Hérésie et tout. Donc ça, c'est la vraie différence. Lui n'est pas un activateur alterné, mais vous avez vu, moi j'ai fait un petit peu de Spearhead. Dans ma tête, je croyais que ça l'était en termes de ressenti, parce que la taille permet d'avoir un petit peu ce ressenti-là. C'est ça. Et ça, c'est chouette quand même. C'est exactement ça. Donc ce n'est pas de l'alterné, mais on va dire que c'est beaucoup plus rapide en termes de taille. C'est ça, c'est du faux alterné. Ouais. C'est du faux alterné, mais Spearhead, on va en parler beaucoup, je pense. C'est vraiment très bon pour démarrer. Ça joue très très vite et ça fait partie. Il fait partie des jeux les plus rapides parmi ceux qu'on présente. Tout à fait. Et vous allez voir que c'est quand même étonnant parce qu'on peut se dire il y a plus de figurines et pourtant c'est plus rapide. C'est très rapide. Mais quid de caisse? Question suivante. Exactement. Comment comparez-vous la durée moyenne d'une partie de chacun de ces jeux? Y en a-t-il un plus adapté aux joueurs pressés? Donc pour répondre à cette question, exactement. On peut le faire assez rapidement. Je pense, du moins c'est pas je pense, je suis sûr de moi en fait, parce que j'ai joué à tous ces jeux et plusieurs fois. Donc Underworld c'est le plus rapide. Ok. Si tu veux faire, alors en termes compétitifs, dans la compétition, pour avoir un set complet d'une partie complète, c'est 3 games. 3 games, d'accord. Et en fait, chaque game. Combien de temps chacune? Chaque game dure à peu près 30 minutes. Ok. Donc en fait, 30 minutes, c'est vrai que c'est roi du monde. Ça te fait une partie en fait d'une heure et demie sur le premier. En fait, c'est le premier qui arrive à 2 victoires. C'est le BO2. C'est ça. Best of 2. C'est ça. Le premier qui arrive en 2 victoires gagne la game. Mais pour pas quelqu'un qui est dans du compétitif, ça prendrait combien de temps? Juste 30 minutes. Tu fais juste une partie, c'est 30 minutes, c'est 3 45, 50 quand tu démarres. Grand max. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Donc c'est ultra rapide. Voilà. On n'a pas de jeu dans toute cette gamme-ci qui est en dessous de la barre des 1 heure, on va dire, en toute honnêteté, pour quelqu'un qui démarre. Ouais. C'est le seul. Voilà, c'est le seul. Ok. Ensuite, pour moi, je vais mettre Spearhead en numéro 2. Ouais, très bien. Spearhead, tu peux faire moins d'une heure. Waouh. Ça, c'est si tu vas vite ou si tu es juste en mode normal? Si tu connais bien ton armée et que l'adversaire connaît bien son armée, tu peux jouer en 45-50 minutes. Sans problème. Installation comprise ou pas? Douche comprise ou pas? Douche comprise, non. Mais si tu prends l'installation et tout ça, le placement, je pense que moins d'une heure, tu fais une game. Cool. Si tu connais bien ton armée. Déjà, c'est bien. C'est-à-dire qu'une petite soirée avec un pote. C'est ça. T'as envie de faire un truc, t'es pas encore en mode je m'en vais dans une demi-heure. Si t'as 1 heure, 1 heure et demie, c'est bon. Tu peux sortir ta boîte, tu peux tout faire en 1 heure et demie. Voilà, en papotant un petit peu, on va dire à la fin. Comme ça, il y a tout qui rentre. Et quand tu fais une game de soirée ou d'après-midi un peu plus sérieuse, tu peux t'en faire 2, voire même 3, j'imagine. C'est ça. Voilà. Et si tu te fais une journée entière, tu peux t'en faire 5-6. Exactement. Les tournois, c'est 5 parties la journée. Allez, 5 parties la journée. Ah ouais, c'est énorme. Et 5 parties la journée, tu les rentres easy, en commençant à 10 h, en finissant à 17-18 h. Tu rentres 5 parties, c'est exceptionnel. Oui. À Kill Team, nous, on est sur 3 parties, voire 4 quand on commence à tirer un peu sur la corde en termes de durée, de timing. Et nous, on va dire qu'en tournoi, c'est 2 h, 15 minutes de préparation, 1 h 45 d'affrontement. Et vraiment, c'est très dur en jeu, on va dire, casu, si on a toutes les règles, si on a vraiment tout, d'être sous la barre des 2 heures quand on n'est pas un habitué. Non. Quand on est un habitué, ça peut aller, mais moi, qui aime bien discuter, papoter, trouver toutes mes stratégies possibles, c'est 2h30, 3h. Donc ne disons pas que Kill Team c'est le jeu le plus rapide du monde, c'est faux. Non, mais par contre, quand vous vous initierez, vous mettrez un peu moins de règles. Vous pouvez avoir des tutos et on va voir si avec la nouvelle boîte d'initiation ce sera mieux. On espère que vous allez pouvoir rentrer en 1 heure. Et avec la nouvelle version édition 24, ça va quand même beaucoup plus vite qu'en édition 21. Parce qu'il y a beaucoup moins de choix de début de partie et on rentre plus rapidement dans l'art. Voilà. Bon, c'est bien que tu l'aies dit. De toute façon, j'avais mon classement et ça respecte mon classement. Donc, numéro 1, Underworld. Numéro 2, Spearhead. Numéro 3, Warcry. Parce qu'une partie de Warcry, c'est à peu près... De toute façon, sur les tournois, c'est 1h30. Voilà. Déjà. Et pour en avoir fait énormément, et pour en avoir fait aussi au Warhammer World, c'est 1h30. Très bien. Donc après, dépendamment de l'adversaire, de la team que vous jouez, etc., ça peut aller plus ou moins vite. Les parties les plus rapides, la partie la plus rapide que j'avais fait au Warhammer World, je crois qu'elle avait duré 45-50 minutes. Voilà. Les plus longues, elles durent jusqu'à la fin et il faut quand même te dépêcher. Donc ça peut être très puissant tactiquement parce que tu dois faire des choix tout de même et donc ça peut durer toute la durée de la chose. C'est ça. Très bien. En fait, la grande différence aussi, c'est la préparation qui est beaucoup plus rapide que sur un Kill Team. D'accord, oui. Maintenant, entre Kill Team et Boarding Action, je ne sais pas. C'est à peu près kiff-kiff. Ouais, je sais pas si on compte l'installation du décor parce que déjà c'est 3h30 pour installer un décor. C'est ça. En fait, non, c'est vrai. Le seul truc qui est vraiment relou, c'est l'installation du décor. Mais si tu enlèves l'installation du décor, tu fais juste la partie, c'est peut-être même plus rapide qu'un Kill Team. Je pense aussi qu'Action d'abordage est plus rapide que Kill Team. Voilà. Je pense donc aussi. Kill Team, c'est un très bon jeu, mais c'est
C'est le plus long des 5. Ouais, mais on n'est pas sur du niveau de Warhammer 40. Quoique, il y a des gens qui me disent que 1000 points ou 1005 points de 40 000, ça peut aller plus vite qu'un kill team. Ça dépend. Et puis si tu te fais raser tes deux, forcément, quoi. Bah, je te dis, on n'a pas parlé. C'est vrai qu'on esquive combat de patrouille, mais combat de patrouille, j'ai fait 6 parties là en V10 ou peut-être un peu plus. C'est beaucoup plus rapide qu'un kill team. Ouais. Ah oui, ça va vite. Quel jeu d'escarmouche, selon vous, est le plus accessible pour les nouveaux joueurs et pourquoi? Alors là, j'ai de quoi dire. Vas-y. Moi, je dirais quand même Underworld. Quand même. Ok. Moi, je dirais Spearhead. Ok. Et c'est bien qu'on n'ait pas les mêmes, avis. Pourquoi Underworld? Le setup. T'as vraiment tout, t'as pas du tout de construction d'armée, les cartes disent les choses pour toi, le fait de pouvoir expliquer les déplacements par case sont très rapides pour des gens qui connaissent à peine le jeu de société ou même pas du tout, ça aide beaucoup. Je pense que tu peux avoir des versions très light en termes de difficulté d'objectif et même juste en présentation du système pour marquer des points de frapper ou de tirer, alors que c'est déjà beaucoup plus compliqué dans le kill team d'expliquer juste ces séquences-là. Mais dans Spearhead, je pense savoir quels sont tes arguments. Ouais, alors je reprends, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. C'est vrai que Underworld, la facilité, c'est que tu arrives, tu achètes ta boîte de base. En plus, comme tu as dit, c'est du easy to build. Tu balances ton plateau, tu joues directement. Maintenant, à voir comment ils ont mis en place le nouveau système de règles, parce que les dernières versions, comme celle-là de Deathgorge, ça reste quand même assez lourd. Même s'ils ont fait, dans les règles, ils avaient fait 2 versions, une version simplifiée, une version avancée. Là, ils ont dit qu'ils ont tout remis à jour dans la future version qui va arriver. Alors, je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo, peut-être que la nouvelle version sera déjà sortie. Bah, on espère. Mais c'est ça, en fait, qui me pose un petit peu problème. Sinon, en termes de facilité à mettre en place, c'est sûr que c'est super pratique. C'est pas cher, il n'y a pas de décor. Donc, en avant Guingamp, tu penses ton plateau, tu as monté des 2 bandes, tu as tes cartes et tu joues. Oui. Maintenant, pourquoi moi j'aurais dit Spearhead? En termes d'accessibilité au niveau de la compréhension des règles et en termes de facilité de jeu, Spearhead pour moi c'est le plus simple. Spearhead, tu as une façon de lire les règles et en fait c'est super bien présenté, ergonomiquement c'est trop bien. C'est parfait, vraiment c'est la meilleure ergonomie et donc éditorialisation d'un jeu de société que Games ait fait je pense de toujours. Exactement. Ces petites couleurs, ces petits symboles pour les daltoniens, le fait de répartir les phases, oui c'est très important aussi et de pouvoir avoir un jeu lisible et facile à prendre en main, c'est hyper important. Ouais, pour moi c'est devenu la pépite à l'heure d'aujourd'hui des jeux de Games en termes de rentrer dans le hobby. Alors bien sûr, il va y avoir plus de figues à peindre. Ça, c'est un peu un inconvénient. Il va y avoir quelques décors, mais les décors, il y a 4 bouts de décors, donc ça va. Qui se battent en duel d'ailleurs. Donc ça va, mais qui ont leur importance clé dans le gameplay. Donc, voilà pourquoi j'ai dit Spearhead, mais en vrai, voilà, on sait Spearhead et Underworld, c'est les deux. Et est-ce que Warcry serait pas un challenger ou d'après toi? Non. Warcry est quand même plus compliqué en termes de règles, même s'il est plus facile d'accès qu'un kill team. La profondeur de jeu de Warcry pour moi est bien au-delà d'un Spearhead, c'est bien... Mais Warcry c'est du plaisir d'aller en profondeur, mais pour la surface, le fait du tu lances des dés, tu fais des petits combos parce que c'est du Yahtzee like. Ouais, c'est ça. Et le fait de pouvoir dire on commence à s'amuser très rapidement, c'est ça que je parle dans le sens pour les débutants. Et après la difficulté et la maîtrise technique, c'est encore un autre sujet que tu as peut-être dans tes questions. C'est vrai, mais c'est vrai qu'on pourrait mettre éventuellement Warcry en challenger. Ouais, ok, très bien. Et ben voilà, on l'a dit. C'est parfait. Let's go. Allez, question numéro 3. Lequel de ces jeux d'escarmouche offre la meilleure immersion dans l'univers de Warhammer? Ça, c'est compliqué. Oh, c'est dur. Alors, ça, c'est très compliqué. Ma réponse en termes d'immersion, c'est dur, mais je dirais que c'est action d'abordage. Avec une préférence aussi pour Kill Team, parce que c'est mon jeu. Mais action d'abordage, tu es dans le galop d'arc. Tu es en train d'aller dans des salles, ouvrir des portes, aller défoncer des méchants, ce que tu as aussi dans un des modes de jeu de Kill Team, et même les décors Volcus et tout, ils sont magnifiques. Globalement, j'ai envie de dire que l'immersion, c'est la quantité de décors, la beauté du décor, la beauté des figurines. Et en fait, ils sont tous globalement bons là-dedans. Je pense que Underworld est trop jeu de société avec les cases, donc ça enlève des parts d'immersion pure et dure, mais sinon... Les 4 autres sont très bien, mais Spearhead un peu en dessous parce qu'il y a moins de décors. Exactement. Moi, j'allais retirer pour pas faire de préférence, même si moi aussi je vais le dire. Mon jeu préféré c'est Warcry, vu qu'il a préféré c'était Kill Team. On va enlever Underworld, on va enlever Spearhead. Spearhead, c'est vraiment du jeu tactique. Pareil pour Underworld, c'est du jeu un petit peu style échec. Voilà.
fantaisiste. Même si le style échec, c'est totalement Kill Team. Hein. Dans comment Oui. ça se joue, c'est les échecs, c'est Kill Team. Mais on a beaucoup plus de foisonnement visuel, ces beaux bâtiments, Volcus ici présent. Si, en fait, ça va être très simple. Si vous voulez de l'immersion, Ouais. que vous kiffez Warhammer 40 000, vous allez ou sur Kill Team ou sur Boarding Action. Ouais. Si vous kiffez l'univers de Warhammer Age of Sigmar, vous allez sur Warcry. Et en même temps, j'ai envie de rajouter quelque chose. Vu que aussi la quantité de règles à avoir en tête, c'est un peu bloquant pour les gens par rapport à l'immersion immédiate, je pense que Action d'abordage est plus simple à sortir quand on a un petit peu maîtrisé, parce qu'il y a beaucoup moins de charge mentale dans beaucoup de choses, alors que Kill Team, c'est charge mentale lente quand même, on va pas se le cacher. Merci de le dire. Parce qu'il y a eu quelques débats comme ça dans les commentaires. Ouais, non, mais 40K, c'est beaucoup plus dur que Kill Team. Les gars, Kill Team, c'est pas facile. Hein. Ouais. C'est pas facile. Et Boarding Action, on a un 40K simplifié. Ouais, tout à fait. Donc, et heureusement, j'ai envie de dire. Et heureusement. Donc en fait, Boarding Action, même s'il y a des règles en plus à apprendre et tout, vous allez pouvoir vous lancer dedans si vous n'êtes pas trop neuneux du wargame et que vous avez déjà joué à des jeux de wargame assez, allez, je vais pas dire assez facilement, mais plus facilement qu'un Kill Team et plus facilement qu'un Warhammer 40 000 classique. Et on espère que quand même les versions d'initiation de tous nos jeux, surtout moi je pense à Kill Team, vont permettre aux gens de s'amuser très rapidement avec des jolis décors, même s'ils sont à NDF, mais avec des règles simples de juste on se déplace, on lance un dé, peu importe son ordre, peu importe si on est estropié ou pas, pour commencer à s'amuser en fait. C'est aussi ces petits pas qui sont importants dans l'accessibilité. Question suivante. Question suivante. Alors on était à question 4. Quelles sont les mécaniques de jeu à Kill Team ou à Warcry qui les rendent uniques par rapport aux autres? Parce que, mais on l'a déjà dit, en vrai, je pense que j'initie et tu rebondis là-dessus. Ce qui rend unique Warcry et Kill Team comparé aux autres jeux, c'est l'activation alternée pure et dure de figurine par figurine. Okay. Là où les autres, c'est un régiment, du moins. Il y a Underworld aussi qui fait aussi du figurine par figurine. Mais c'est ça qui rend un petit peu le jeu unique comparé aux autres jeux. Après, je sais pas si tu veux rebondir sur ça. Moi, je dirais que quand tu fais un double 6, tu bois. Non, c'est pas ça. Ah. Non, tu te trompes de jeu. Ah mince. Non, Kill Team, ce que je dirais qui est très chouette, c'est la manière de résoudre les combats de tir et les combats de corps à corps. Ok. Parce que dans cette version-là, on va avoir dans le corps à corps surtout des utilisations de dés alternés. Et ça, c'est magnifique et je ne le retrouve nulle part. C'est vrai. Et ça m'a hook aussi. C'est vrai. Parce que c'est hyper puissant. C'est une des meilleurs mécanismes de Kill Team pour le corps à corps. Je trouve ça trop bien. Tout à fait. Et on a aussi tout un sujet d'avoir des missions qui sont très ouvertes et d'autres missions qui sont fermées et cachées. Ça, on le retrouve dans beaucoup des jeux games quand même, mais je trouve que ça fonctionne très bien aussi. Et puis, toute cette saveur des archétypes, pour moi, c'est ça qui fait que Kill Team aussi, c'est magnifique. On va avoir des médics, des snipers, des gunners, et chacun va avoir son rôle et donc va induire sa manière de jouer. Et vous avez une pléthore aussi d'armes et de choses qui vont pouvoir interagir les unes envers les autres. Et ça, c'est très beau quand même. Alors ça, tu le retrouves aussi dans Warcry. Ok. Parce qu'en fait, toi, tu as fait peut-être 2-3 parties en V1 de Warcry. Bah, V2, je crois. V2, ok. Donc en gros, tu retrouves la même chose dans Warcry. Dans tes compositions de liste, tu vas avoir des personnages qui vont avoir, eux, des aptitudes spécifiques, comme des médics aussi, qui peuvent soigner, ou des personnes qui vont donner du shield en plus, des auras, etc., etc. Donc en fait, tu retrouves la même chose, c'est juste que le mécanique est fait différemment. Là où toi, c'est écrit sur ta carte de personnage, là, sur Warcry, c'est écrit sur ta carte de faction qui te dit que si tu utilises ce double, seul ce personnage peut faire cette action. D'accord, ok. Donc voilà, c'est un peu différent, mais au final, c'est la même chose. Allez. On enchaîne sur la question suivante. Dans quel jeu d'escarmouche trouvez-vous la meilleure gestion des mouvements et de la position tactique sur le terrain? Ouh, belle question. Kill Team. Ouais, là, je dirais Kill Team en premier, Warcry en deuxième, parce qu'au final, on n'a pas le droit à l'erreur sur nos placements. Ah ouais, là. Et alors en fait, Kill Team, on va avoir beaucoup plus tendance à devoir mieux gérer nos placements par rapport au terrain. Mais Warcry, vous allez devoir mieux gérer votre placement tout court sur le champ de bataille parce que il y a un gros système de où je place mes figues par rapport à laquelle il faut aller. Ouais, par rapport à l'autre, comment il peut jouer par rapport à ses aptitudes. Bon, ça nous aussi quand même, parce qu'on est que sur des trucs de réaction, on regarde les bulles de comment est-ce qu'on peut se faire charger. Sauf que Kill Team, c'est plus un jeu de tir, du moins. C'est plus basé un peu plus sur le tir. Alors qu'on n'a pas trop ça sur Warcry. Ah, vous, c'est vrai que vous avez quasiment aucun tir. C'est vrai. On a du tir, mais en majorité, c'est plus du CAC. Tout à fait. J'ai envie de dire que vous, c'est 80% corps à corps, 20% de tir, alors que nous, le 50-50, ça dépend de la méta de chacune des factions, en fait. Mais on a de tout pour faire notre monde. J'aurais dit 60-40, allez, sur Kill Team. Peut-être. Mais c'est vrai que le placement sur Warcry, sur le champ de bataille, est ultra important aussi.
et qui t'active en premier. On a pareil sur Kill Team les ordres d'activation, c'est hyper vénère. Le fait de patienter, de temporiser, d'avoir l'initiative et d'y aller direct parce Exactement. qu'il faut faire un truc avec ce personnage-là avant qu'il meure ou pour tuer immédiatement une autre menace. Ça, c'est vraiment le vrai sel stratégique du jeu et c'est pour ça que la charge mentale, elle est là en plus de toutes les règles qu'on peut utiliser. C'est ça. Et donc, ouais. Mais ça se ressemble énormément. Ça se ressemble énormément. On continue. Comment la personnalisation des équipes ou warband diffère-t-elle d'un jeu à l'autre? Très bien ça. Lequel offre le plus de flexibilité dans son domaine? Waouh. Alors là, pour moi, il n'y a pas photo. Je sais ce que tu vas dire. C'est action d'abordage. Et non. Ah ok, d'accord, vas-y. Action d'abordage, j'aurais mis en deuxième. Ah oui, mais Warcry, toi en premier, forcément, il m'a fait de la UC hier. Ouais, c'est vrai que je t'ai expliqué comment c'était. Warcry, il y a une personnalisation des teams qui est incroyable. Alors en fait, dans action d'abordage, ce qui est bien, c'est que tu vas choisir un type de team, détachement, voilà. De détachement, et dans ton type de détachement, tu vas avoir plusieurs options. Et dans ces options-là, voilà, vous allez choisir, je joue ça, je build par rapport à ce qui est écrit. Oui, c'est écrit par rapport au leader, au chef, même s'ils disent pas que c'est le cas. Après, tu peux avoir X exemplaires de guerriers de base, et après, tu vas avoir X exemplaires d'une unité plus élite, on va dire. Et ça, c'est typiquement sur les Votann spatio-récupérateurs. Tout à fait, voilà. Et c'est à peu près le même fonctionnement. Oui, partout. Voilà. Et c'est de la liste restreinte, mais pourtant on peut utiliser toutes nos figurines de Warhammer 40 000. Enfin non, pas toutes justement, parce que c'est restreint, mais on peut en utiliser beaucoup, tel que ici, là, il y a 20 unités data card dans lesquelles on peut aller piocher. Dans notre codex, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des codex à acheter pour jouer à Action d'abordage. Allez, 100 € en plus, ding. 50 € en plus. Ouais, mais c'est par deux. C'est vrai, 50 € chacun. Ding. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une certaine flexibilité de list building et c'est trop cool. En plus, si par exemple vous jouez Necron, vous avez plusieurs détachements. Tout à fait. Et dépendamment du détachement que vous prenez, vous allez pouvoir build un peu d'une façon différente et avoir des bonus différents. Mais pourquoi je le mets en second? Parce qu'en fait, dans Warcry, tu vas pouvoir piocher. Par exemple, si tu joues Order, donc tu vas jouer... Tu as 4 styles différents, c'est ça? Warcry ou tu en as 3? Dis-moi. Déjà, tu as les 4 grandes alliances. Ok. Chaos, Death, Ordre. Et j'ai oublié Brutalité sauvage. Alors non, je l'ai dit, Chaos, Destruction, Death. Ah oui, j'ai peut-être oublié Destruction et Ordre. Voilà. Donc il y a les 4 grandes alliances. Dans chacune de ces grandes alliances, tu vas avoir une faction. Ok. Ou tu vas prendre une team de base, comme celle que tu vois là, qui est une vraie team Warcry de base. Donc ça, c'est les légionnaires à Warcry. Je sais pas du tout si le cadre est fait pour. Non, pas du tout. C'est pas fait pour, mais au pire, peut-être je mettrai 2-3 photos. Quelques inserts. En tout cas, vous avez les teams de base, mais vous pouvez aussi jouer les factions de Age of Sigmar. Oui, tout à fait. Et ça, c'est super. Et ça, c'est super. Ce qu'ils ont Donc, fait chez vous. Imaginons, on va prendre un truc de base, vous jouez City of Sigmar. Donc déjà, vous êtes joueur Age of Sigmar, vous voulez passer sur Warcry. Vous avez déjà toute votre gamme quasiment de figurines Age of Sigmar qui est jouable sur Warcry. Alors bien sûr, il n'y a pas les tanks, il n'y a pas tous les gros monstres comme ça. Tout à fait. Même si il y a quelques centaures. Il y a quelques alliés monstres que vous pouvez rajouter avec des règles particulières. Tu as une possibilité d'aller chercher quasiment toutes les unités dans la faction que tu joues, donc ça fait énormément d'entrées, et en plus de ça, tu as le droit à 2 autres alliés que tu peux aller chercher dans toutes les factions de l'ordre. Ah ouais. Donc en termes de building, il y a tout. C'est incroyable. Tu peux aller, je sais pas, je joue City of Sigmar, je vais devoir regarder tous les profils de tous les héros Stormcast, Séraphon, Luminette, Idonette, pour voir s'il n'y a pas des connexions qui peuvent se faire entre, pour essayer de créer le build le plus fort. Ouais, ça doit faire des trucs d'équilibrage absolument improbables là. C'est très très dur à équilibrer, et c'est pour ça que je te disais aussi que quand je te parlais de mon build avec lequel je suis parti en Angleterre, où je jouais City of Sigmar, mais avec un allié Akhelian King monté. Ça, c'est quoi, pardon? C'est le roi Akhelian sur... Ah oui, donc un Idonette. Ok, ouais. Voilà. Une anguille avec un humain dessus, quoi. C'est ça. Voilà, merci. Et à côté, je jouais un Questor, donc un Stormcast d'une des bandes typiques de... Donc un Space Marine, pas de 40K. Un Space Marine de Warhammer Age of Sigmar. Et en fait, c'était mon combo comme ça, ensemble. Mais il fallait les chercher. Il fallait aller les chercher, voilà. Il fallait potasser, il fallait trouver des trucs. Et donc ça ressemble à Magic dans le list building parmi une chose énorme en fait. C'est énorme. Super, donc ouais, c'est encore une autre chose intéressante à dire pour des joueurs de jeux de société ou de Magic, peut-être du Dominion ou même du Smash-Up où tu pouvais mélanger 2 choses ensemble. C'est ça. Tu les mélanges ensemble et tu fais tu peux faire plein de nouvelles manières de jouer par rapport à ça, quoi. C'est ça, t'as vraiment plein de choses. En plus, je parle pas de tout dans Warcry parce que
T'as encore d'autres trucs qui peuvent se rajouter. Il y a eu des add-ons qui te permettent d'équiper tes combattants, qui te permettent de faire plein de trucs. Donc c'est complet. Même si tu retrouves de l'équipement, oui, dans Kill Team aussi. Mais c'est différent. D'ailleurs, je peux faire un petit pitch sur Kill Team parce qu'en fait, on est sur plutôt le choix de la faction qui va amener la variété. Nous, c'est pas une superposition verticale dans le sens que tu choisis l'Astra Militarum et donc tu vas pouvoir ajouter 4-5 QG, 4-5 chars. Non, c'est tu choisis 7 factions que tu peux avoir dans les gardes impériaux tels que les Death Corps of Krieg. Et dans ces Death Corps, tu vas avoir des choix possibles. Souvent, tu ne pourras avoir qu'un seul agent de chaque, le zélote, le spotter, le médic, etc. Voilà, le médic, mais aussi tu pourras avoir des gunners en multiples sélections. Ils auront qu'une arme différente à chaque fois, mais tu peux avoir 4-5 gunners différents. Et en fait, ça va te faire juste, on va dire, allez, on va partir de 0 choix différents avec certaines teams qui sont figées, direct, bam, on les achète, il n'y a rien de différent, jusqu'à 50 choix différents avec les légionnaires qui permettent avec leurs 5 marques et aussi leurs 12 modèles différents qui peuvent s'interconnecter et qui peuvent être mélangés. Là, on a plus que 50, on est presque à 70, 80. Ça, c'est le plus gros list building de notre jeu Kill Team, mais sinon, la moyenne, c'est 2-3 choix. Voilà. Ça, c'est que sur les personnages, parce qu'après, on a aussi cette petite couche d'équipement qui nous permet, selon qui est notre adversaire, de choisir les bons équipements, mais je ne considère même pas que c'est du list building, ça. Non, c'est un petit plus. Voilà. Mais pour moi, le choix de la variété, il est dans la faction. Il va falloir que les joueurs 40K l'acceptent, ça. Hein. C'est pas parce qu'il n'y a pas de liste d'armées qu'il n'y a pas de variété. Hein. Ok, hein. On est d'accord. C'est vrai. Selon toi, lequel de ces jeux est le plus équilibré en termes de factions et armées disponibles? C'est chaud, hein, assez dur. Ok. Moi, je suis pas le plus doué là-dedans, mais j'ai quand même envie de prêcher pour ma paroisse. Pourquoi Kill Team, c'est bien, tout court en termes d'équilibrage, quand même. Parce que on a des mises à jour trimestrielles très chouettes et qui répondent aux besoins de la communauté. Ça compte pas, on les a dans les autres jeux aussi. Oui, mais nous, il y a quand même un truc que chaque faction va être quand même bien travaillée pour que ce soit fonctionnel. Et dès qu'il y en a une qui est beaucoup trop forte, elle va être turn down ce qu'il faut. Bon, il y a évidemment quelques erreurs parfois, mais c'est vraiment très bien fait niveau de l'équilibrage. Heureusement, merci à Elliot du Wargame, le dev principal de nous mettre ça aussi. Et je ne sais pas si l'action d'abordage va être mise à jour aussi bien, parce qu'en fait, il y a tellement plus de choix. Non, les mises à jour, ils sont faits sur Warhammer 40 000, pas sur l'action d'abordage. Voilà, en plus, donc, déjà. C'est le problème. Alors, pour sortir de notre passion et de notre amour personnel, parce que Hugo, c'est un passionné. Hein, Je suis passionné. Je sais pas si on est bien enregistré quand même. Hein. Si, c'est bon. C'est pas ma blague, c'est François Pérusse. Pour moi, j'aime tous ces jeux. Je suis honnête, j'aime tous ces jeux. Celui qui est le plus facile à équilibrer, c'est Spearhead. Ouais, moi je dirais que c'est celui qui a été le mieux écrit en termes d'équilibrage initial. Parce qu'après tu peux créer des tweaks internes et mettre à jour, mais quand même c'est très bien écrit quand même Spearhead. Et je pense qu'ils ont mis beaucoup plus de temps et d'énergie pour créer cet équilibrage-là. Et puis il y avait un gros problème, c'est comment tu fais avec des teams qui ont plein de figurines de taille et aussi de puissance différentes, de faire quelque chose de chouette. Et ce concept de renfort, il est quand même vachement bien trouvé. Il est très bon. Très bien trouvé. Et ils peuvent très bien facilement rééquilibrer des teams en disant bon, elle est vraiment en dessous, on va mettre un petit renfort sur une unité de 5 et boum, c'est parti. Spearhead, l'avantage c'est que c'est il n'y a pas de list building en fait, c'est des teams fixes. Donc c'est plus simple de venir équilibrer ça que quelque chose que, franchement, Warcry, c'est très dur à équilibrer. Bah oui, parce que tu as un choix pléthorique, comme on a dit. En fait, c'est plus tu as de list building et de choix, moins ton équilibrage sera facile. Voilà. Aussi simple que ça. Donc, c'est pour ça que je mettrais Spearhead en numéro 1. Après, même Underworld. Ça donne quoi? Parce qu'après, tu as des cartes qui peuvent comboter très bien, et donc tu peux créer peut-être des combos débiles. Underworld, je sais pas, il faut tester la nouvelle version. Je préfère pas m'avancer. On se met de côté. Question suivante. Quel jeu permet la plus grande profondeur stratégique sur plusieurs parties? Attention, c'est compliqué. Campagne, progression des personnages, etc. C'est trop dur. Là, c'est dur. Ouais, c'est dur. Moi, je dirais que Kill Team, c'est trop bien pour ça. C'est vraiment un jeu qui t'amène à être investi dedans et à savoir chaque petite chose. Si tu connais par cœur les 30 factions en face, t'es le roi du monde parce que tu vas pouvoir savoir vraiment tout. Sinon, en général, on peut connaître juste les archétypes, savoir quelques tricks qu'ont notre adversaire qui peut nous le récapituler en début de partie, mais ça va être surtout tous les positionnements par rapport aux maps, parce que le terrain est un des personnages centraux aussi de Kill Team, et donc savoir lire un terrain et savoir comment y aller, savoir utiliser le bon subterfuge au bon moment, c'est hyper important. Moi, je dirais Kill Team. Ok. Moi, je dirais... Alors, je vais décomposer ma réponse.
il y a deux choses. Il y a le jeu tactique, légal, et il y a le jeu en mode campagne, narratif. Oui, parce que nous, on n'a plus trop ça dans le Kill Team. On n'a plus trop la campagne. Là, on va voir ce qui va se passer, mais pour l'instant, nous, on n'en a plus. On se met de côté là-dessus. Si on parle du mode tactique de jeu, parce que c'était ça la question, hein, quel jeu permet la plus grande profondeur stratégique sur plusieurs parties? En fait, pour moi, tous ces jeux sont stratégiques. Évidemment. Déjà, première chose. Underworld, c'est une pépite pour la stratégie. Spearhead, c'est aussi une pépite à sa façon pour la stratégie. Oui, même si c'est plus simple sur certains aspects, ça peut être beaucoup plus demandeur de l'autre. Et puis le fait d'aller dans la profondeur tactique de chaque petite chose par rapport à chaque adversaire, dans tous les cas, vu qu'on est sur des affrontements, il va falloir connaître tous ces adversaires si tu veux devenir le meilleur du monde en fait. C'est ça. Peut-être, je suis pas sûr de moi. Boarding Action, c'est peut-être le moins. Même si, de toute façon, il y a de la stratégie parce que c'est du wargame, mais peut-être c'est celui que je classerai en dernière position dans ce. Peut-être parce qu'il est tellement vaste que c'est beaucoup plus dur à appréhender. Peut-être aussi. C'est ça, puis. Et puis, tu as peut-être moins de tricks dans Warhammer 40 000 tout court. Ouais, je sais pas. Je pense que. Après, j'ai fait que 2 parties sur Boarding Action, c'est un peu compliqué, mais c'est celui que je mettrai en dernier pour cet aspect-là. Maintenant, on a pour moi 2 pépites, c'est Warcry et Kill Team. Même si, comme j'ai dit, ils sont tous très bons en termes de stratégie, ça sert à rien de dire lui il est meilleur que l'autre, c'est différent. Donc, ils sont très bons. Mon préféré, je pense, ce qui pousse le vice le plus loin en termes d'immersion dans la campagne, c'est Warcry. Ok, oui, l'immersion dans la campagne, ok. Et ça, quelqu'un qui veut faire du narratif, qui kiffe Warhammer Age of Sigmar, il aime l'univers, je dirais jamais va faire du Spearhead. Il n'y a pas de narratif. Il n'y a pas de narratif. Zéro. Ouais, donc, et même le narratif d'Age of Sigmar, il est pas aussi poussé, aussi intéressant. Là, on a vraiment tout un système où tu vas personnaliser tes combattants. Et où tu montes, tu gagnes tu vas gagner des marques, tu vas gagner des artefacts, tu vas avoir des blessures qui vont les handicaper, tu vas progresser parce qu'il y a toute une histoire dans le bois noueux, dans cette forêt qui se trouve dans le royaume de la bête, où en fait l'objectif des bandes, ça va être de récupérer le trésor enfui qui est caché et qui est en gros protégé par le bois noueux lui-même, qui est une entité vivante, un petit peu à la tyrannide, ou c'est plus, je vois plus comme un bois véros un peu à la tyrannide, et où les bandes vont s'affronter, vont essayer de pénétrer à l'intérieur, vont se faire la guerre, et où on va installer des camps. En fait, tu vas progresser, tu vas installer des camps, tu vas pouvoir te faire remarquer par les adversaires. Donc tu vas perdre des bonus si t'es démasqué. Quand tu installes des camps, tu prends des bonus. Bref, tu as tout un délire. C'est ultra profond, c'est de la bombe. Avant, on avait 100 Kill Team 2021, mais c'était un peu compliqué parce que dès que tu tuais quelqu'un, tu gagnais des points d'expérience. Dès que tu fais une action de mission, c'est-à-dire même ouvrir une porte en galop d'arc, tu pouvais gagner des points d'expérience. C'est trop bizarre. Par contre, je mettrais aussi un autre truc sur les missions narratives parce que c'est vraiment très particulier. Action d'abordage a une gamme de missions fabuleuses. Vous avez une vie entière de jeu. Vous pouvez faire des parties à 3 joueurs, mais c'est pas la même chose que créer une campagne, on est d'accord? Et par contre, en termes de jeu narratif avec des objectifs particuliers, là, il y a tellement de choix, c'est fabuleux. Hein. C'est ça, mais tu peux te créer ta campagne. Hein. Tu peux te créer ta campagne avec ça. Il se trouve qu'aussi dans Kill Team, on a maintenant aussi des packs de campagne qui se divisent en 3 parties pour l'instant de ce qu'on a vu dans le livre Hivestorm, où en fait, selon le résultat de ta partie, tu vas aller sur telle ou telle mission, selon qui a gagné ou qui a perdu. Ils l'ont fait, ça vient de Warcry. Hein. Désolé, mais ça existe. Ça, ils l'ont sorti depuis le début de la V2 Warcry, où dans chaque boîte, vous allez avoir une campagne narrative entre les deux factions, avec un arbre comme ça qui va découler. Ouais, voilà. Et toi, j'apprends des choses. Désolé, Hugo. Ah là là. Mais on va dire que le meilleur jeu pour pouvoir stuff ton personnage et aller lui faire les équipements que tu veux, c'est quand même Space Marine 2. J'ai fait découvrir Space Marine aujourd'hui à Hugo. Il était comme un fou. Moi, je veux une épaulière avec un petit bandeau ici. Bon allez, on enchaîne. Question bonus. Hugo, selon toi, quelle est la gamme de jeux où tu vas trouver les plus belles figurines? Ok. C'est dur, hein. C'est dur parce qu'en fait, tout ce qui est AOS, c'est quand même merveilleux. Vraiment. Moi, ça fait plaisir que tu n'aies pas parlé de Kill Team. Je suis d'accord. J'adore des choses dans Kill Team et certaines figurines sont magnifiques dans Kill Team. Et juste le fait d'avoir des agents de la même taille, mais avec un archétype différent qui fait qu'ils vont avoir des bras différents, des choses comme ça, c'est magnifique chez nous. Mais à Warcry particulièrement, le fait qu'il y ait des personnages de taille différentes, c'est ça pour lequel je suis très jaloux. Typiquement le Centaur Squelette de Nighthaunt. Non, c'est pas Nighthaunt. C'est aussi Arc Bone Reaper. Voilà, exactement, il est magnifique. Les petits ptérodactyles que vous avez eu aussi en Séraphon, c'est merveilleux. Et moi, je me suis mis en partie à Spearhead pour avoir
le choix et le droit enfin d'avoir de très belles figurines en plus et avoir des gros mastocs sur mon terrain de jeu sans que ce soit trop compliqué. On espère un jour avoir du boss battle en kill team. Pour l'instant, c'est pas trop le cas, mais moi j'adore aussi la kill team Hierotech ou la Bloodhead pour avoir des gros ogres. Et ça, c'est chouette. Et c'est ce qui me manque un peu dans mon petit jeu adoré. Ouais. Alors moi, pour répondre à cette question, hein, je rebondis là-dessus. Pour moi, les plus belles sculptures et les plus belles figues, c'est Warhammer Underworld. C'est vrai que c'est bien. Avec les socles scéniques. C'est beau. C'est beau. On a à chaque fois des belles petites pépites. Maintenant, alors là, je pense que même pour la majorité des personnes de la communauté Warhammer en général, on est d'accord sur le fait que les figurines Age of Sigmar sont quand même plus stylées. Ouais, elles ont plus de 40K. caractère parce que nous on a des armures lisses en fait. Voilà. C'est ça, c'est le syndrome. On a des armures lisses, on a la sauvegarde d'armure, mais notre péché c'est qu'après il va falloir faire plein de babioles autour et ça va être long à peindre. Et ce sera peut-être pas suffisant pour être sur un truc aussi beau que juste son épaulette. Franchement, trop belle. Franchement, ouais, les figurines, les Team Warcry, elles sont magnifiques, elles sont ouf. Donc dans mon classement, ça serait Underworld, Warcry et Spearhead parce que c'est toujours Age of Sigmar. Après, bien sûr, comme il y a toute la gamme Warhammer 40 000, il y en a beaucoup. C'est très beau. Parce que c'est la gamme 40K. Il y a beaucoup de gammes en fait dedans et surtout on peut aller vers des personnages spéciaux comme des chapelains, des archivistes, ceux que l'on n'a pas dans Kill Team pour aussi un petit peu de massivité. Ouais, c'est ça. Là-dedans. Et de diversité. Ouais, et de diversité avec des Terminators. Donnez-moi des Terminators dans Kill Team, s'il vous plaît. C'est vrai, c'est vrai. Alors on enchaîne. Selon toi, quel jeu vous semble le plus propice à des tournois compétitifs et pourquoi? On en a déjà un petit peu parlé. Waouh! Moi, si tu veux, je la fais super vite celle-ci. Parce que je pense qu'il n'y a pas de réponse vraiment. Moi, j'ai ma réponse et on enlève mission d'abordage. Exactement. Voilà. Exactement. Et tous les 4 ici sont très bons pour ça. Exact, c'est ce que j'allais dire. Venez faire des tournois de Kill Team, c'est très ouvert aux débutants et on s'amuse très bien. Voilà, en fait, hormis action d'abordage, tous les jeux sont ultra propices au tournoi à leur façon. Voilà, exactement. Ils sont très bien. Les 4 sont très bien et ils sont faits pour. Est-ce qu'il y a des communautés actives dans tous les jeux, tu dirais, pour le compétitif? Alors, là maintenant c'est compliqué. Je sais que à l'époque sur Underworld, il y avait une grosse commu qui était basée à Lyon. Maintenant, je sais pas si elle est toujours en vie. Ok. Spearhead, alors bien sûr la communauté elle explose sur Spearhead. Kill Team, c'est vous qui la faites vivre. Mais elle est super. Nous on a de plus en plus de tournois, c'est presque x2 par an quoi. C'est ça. Donc ça continue. Warcry, malheureusement c'est mort. J'ai essayé de la faire vivre, mais c'est très compliqué. Ok. Donc et là j'ai un petit peu délaissé parce que j'ai pas le temps de tout faire. Et je vois surtout que Games a un petit peu mis de côté le jeu. Et oui, le jeu, il a donc ça sert à rien de me battre contre du vent en fait. Exactement, voilà. Et en final, on se rend compte qu'en 6 mois, ton jeu, il peut passer à la trappe, peut-être pour mieux revenir. Mais c'est quand même un peu dur, quoi. Tu mets du temps, de l'énergie, de la masterisation. Mais peut-être que pour l'état d'esprit des gens, Warcry, c'est pas un jeu qui est fait pour le compétitif, en fait. Alors que c'est excellent en compétitif. Je vous le dis, hein, j'ai fait des tonnes de tournois et pour ceux qui ont tournoyé sur Warcry, c'est une pépite. Parce qu'en fait, tu as le Warcry. Oh, c'est un petit jeu d'apéro comme ça, on bouge des figurines. Ah, sur un double, je peux faire ça, c'est trop cool. Ah, un deuxième niveau de lecture, voire un troisième niveau de lecture où en fait, c'est un jeu tactique de malade. Ouais, et en plus, tu as le list building qui va avec. Donc c'est peut-être le meilleur de tous les mondes de cette manière-là, en fait. Moi, je te dis, pour moi, en train de me convaincre là. Pour moi, c'est une pépite. Maintenant, tu le sais, hein, je te donne mon avis. J'essaie d'être le plus honnête et de me détacher de ce que j'aime. Tiens, voici tes 50 € pour dire que Kill Team, c'est bien. Voilà. Kill Team, c'est un très bon jeu. Mais ils sont tous très bien. Franchement, ils sont tous très bien. Maintenant, j'ai énormément aimé tournoyer en Underworld. C'est intense quoi, je pense, les tournois Underworld. C'est chouette, hein, j'en ai fait un petit peu en V1, c'est chouette. C'est ça, c'est très rapide, c'est ça, c'est intense et j'aime beaucoup. Spearhead aussi, j'ai fait là quelques tournois, c'est très bien aussi. Ouais. Kill Team, il faut que j'en fasse, mais je sais que je vais bien aimer aussi. Bref, ils sont tous bons, sauf Boarding Action qui est pas fait pour ça. Petit side, on verra si tu le gardes ou pas, mais personnellement, en V1 de Warhammer Underworld, j'étais dégoûté des trolls qui ont réussi à tout ravager et c'était impossible de les battre pendant presque 1 an. Oui, c'est ça. Et donc ça m'a dégoûté du jeu, je suis pas revenu. Est-ce qu'il y a des systèmes qui ont été mis en place pour rendre Underworld un peu moins toxique sur certaines teams beaucoup trop puissantes? Alors là, tu me poses une question, il faut vraiment que je teste la nouvelle version qui va sortir. Et oui, mais on est tous dans ce cas-là, en fait, on a tous envie d'aller voir ce qui s'est passé, comment est-ce qu'ils gèrent ça. Peut-être que les deck rivals, peut-être que le fait d'avoir certaines cartes qui sont devenues plus faciles d'accès, parce qu'avant il fallait tout acheter pour juste avoir une seule carte aussi. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que toi, tu as arrêté fin V1, moi j'ai arrêté fin V2, début V3. Ok, on est vraiment plus du tout dedans, quoi. Ouais, je sais que. Alors, je m'y suis remis avec les decks rivaux, mais j'ai plus joué au mode classique.
Je sais qu'ils avaient interdit certaines cartes qui étaient trop fortes. Effectivement, Moloch, quand c'est sorti, donc la fameuse team avec le troll, c'était trop fort. Voilà. C'était trop fort. Donc après, de toute façon, ils équilibrent au fur et à mesure. Là, on peut pas parler parce que la nouvelle version va sortir. Et en plus, ça remet vraiment tout à jour. Ensuite, on a parlé du compétitif. On a déjà parlé, parce qu'il y avait une question sur quel jeu offre les meilleurs scénarios narratifs et campagnes. On l'a déjà dit plus ou moins. Pour moi, c'est Action d'abordage et Warcry et juste après Kill Team dans un. Ouais. C'est et puis les décors ça compte aussi. Hein. On a des très beaux décors en action d'abordage, mais il n'y en a qu'un seul, on va dire, ça. avec quelques upgrades. Kill Team, il y a des nouveaux décors partout et tout Warcry. le temps. Et pareil, Warcry aussi, Voilà. c'est fabuleux. Alors que ici avec Spearhead, c'est très petit. Spearhead et Underworld, c'est pas fait pour ça. Et voilà, Underworld, c'est inexistant. Voilà. Ensuite, question suivante. Parmi ces jeux, lequel permet le plus de créativité en termes de création de décors et de terrain de jeu? Alors, c'est simple. Il n'y a pas d'autre choix que Kill Team et Warcry. Voilà, j'ai envie de dire ça. Sachant que Kill Team, ce qui est très important, c'est qu'on a des kill zones qui sont déjà un peu pré-figées, comme Volcus qu'on voit ici un petit bout. Et en fait, pour avoir tous autres types de décors, il va falloir une certaine finesse et une certaine connaissance du jeu pour créer des terrains équilibrés. Parce que le terrain étant tellement important dans l'impact que tu vas avoir sur tes mouvements, tes déplacements, tes figurines, tes couverts, si tu commences à t'amuser à créer des décors, ils vont potentiellement être injouables. Donc il faut avoir une certaine expertise de qu'est-ce que c'est que le jeu normalement avant d'aller créer des décors annexes. Mais c'est tout à fait possible et ça peut être magnifique. Ne serait-ce qu'avec des agréments de décors qui sont pas forcément avec un impact dans le jeu. Ouais. Après, moi, je sais que pour Warcry, il y a le même système. Il y a des cartes avec des cartes où tu as des placements de décors pour tout type de jeu, donc narratif et compétitif, que tu utilises un peu n'importe quand, du moins, qui n'est pas conseillé pour le compétitif, et tu as des cartes spécifiques compétitifs. Mais au final, quand tu regardes bien, ce qui marche bien, c'est les symétries plus ou moins. Tu mets un bastion d'un côté, tu mets un bastion de l'autre côté, plus ou moins, tu vois. Et tu sais essaies de faire des symétries, dépendamment aussi de comment sont placés les objectifs. C'est vrai que dans Kill Team, les objectifs dans Kill Team, des fois, sont pas ultra symétriques, donc c'est un peu plus compliqué. Dans Warcry, il y a plus de symétrie sur les objectifs, donc plus facile de créer des tables en symétrie. Ok, nous, ça devient très important de créer de l'asymétrie parce que comme on choisit son bord de jeu, il va falloir avoir des avantages et des désavantages. Et donc, on est passé d'un jeu où au début, on pensait qu'il fallait que ce soit tout le temps symétrique à en fait, l'asymétrie, c'est très important. Et ne serait-ce qu'en faux boarding action, donc le Killzone Gallo Dark, en demi-terrain de boarding actions, maintenant, tous les terrains qui sont proposés par Games dans cette nouvelle boîte Hypestorm sont de style asymétrique. Ok. Voilà. Ok. Je mettrai un petit bonus. Je vais mettre Space Hulk. Space Hulk, quand tu imprimes en 3D tes petites salles, que tu l'as bien peint, ça doit être magnifique. Voilà. Ok. C'est bien de le souligner. On enchaîne avec la question suivante. Quel jeu d'escarmouche favorise le plus la prise de décision tactique à chaque tour? Alors là, c'est une question, en fait, on tourne un peu en rond parce que... Tout le monde va la faire. Moi, je vais dire Kill Team parce qu'il y a 1000 décisions stratégiques par heure, non par seconde même. Alors, je pense qu'il n'y en a aucun qui favorise plus les décisions qu'une autre. Parce que... Peut-être du micromanagement. Est-ce qu'il y a du micromanagement quelque part? Parce que j'ai l'impression que sur ça... Et ça, tu vas te dire, je me déplace ici, donc en fait, je vais plutôt voir tel objectif ou plutôt là pour aller plutôt charger telle personne. Ça, c'est très bien. Mais dans Kill Team, on a plein d'autres choses. Le fait de pouvoir être à portée de charge, de pouvoir utiliser telle ou telle grenade, d'avoir tel ou tel objectif possible ou à deny, il y a peut-être un peu plus de couches, même si tout ce que j'ai décrit, vous l'avez dans les autres jeux aussi. Mais il y a beaucoup de couches en fait possibles. Pour moi, les deux meilleurs, c'est Warcry et Kill Team. Parce que on peut faire pas mal de choses. Et chaque personnage a une décision à prendre qui est importante et tu peux perdre une game juste par une mauvaise décision prise. Ensuite, je mettrai Underworld parce que ça reste à peu près... Il y a du hasard quand même avec les cartes que tu as tirées. Il y a du hasard aussi, mais ça reste aussi, t'as pas beaucoup de persos, donc si un des persos, tu fais une mauvaise action avec, ça peut te coûter la game. Oui, c'est en fait, est-ce que le niveau d'expertise du joueur va être important ou pas? C'est peut-être ça la transformation du... Je pense que dans tous les cas, l'expertise du joueur est ultra importante dans tous les jeux. Mais là où tu vas avoir vraiment un gros impact sur chaque activation, je pense que c'est sur les deux jeux purs d'escarmouche. Ensuite Underworld et après peut-être un peu sur Spearhead et Boarding Action. Y a-t-il un jeu qui excelle particulièrement dans la gestion des actions simultanées ou en temps réel comme l'initiative, les réactions adverses? Très belle question. Très belle question.
Est-ce que ça veut dire le fait d'avoir l'initiative va te mettre dans la mouise ou pas? Parce que c'est vrai que Kill Team, quand on a l'initiative T2 ou T3, ça change la vie en fait. Mais sur Warcry, ça devient tellement fort d'avoir l'initiative. Sur Warcry, c'est pareil. Ah ouais. C'est pas aussi impactant sur Boarding Action, c'est pas aussi impactant sur Spearhead. Ça peut être impactant sur Underworld, dépendamment de sur quel tour on est, mais tu as quand même des cartes qui te permettent de faire des choses. Pour moi, là où c'est le plus important, c'est Kill Team, Warcry. Vous l'avez compris, Kill Team et Warcry, c'est quand même assez similaire. Ok. Et pourtant, les systèmes de jeu sont pas du tout les mêmes. Donc ça veut dire que c'est dans la saveur de jeu et dans ce que ça va te demander en tant que personne et en tant que joueur. C'est ça. Maintenant, il y a une petite particularité qu'on a dans Warcry que vous n'avez pas dans Kill Team, à moins que ce n'est pas dans ma connaissance. Hormis certains persos comme la team de la Death Corp où tu peux activer 2 fantassins l'un après l'autre, sur Warcry, tu peux, dépendamment des mondes et dépendamment des dés que tu vas avoir, créer une combinaison d'activation de personnages l'un après l'autre. Ok. Nous, on a ça aussi. C'est très spécifique. Ça dépend des agents et donc de la faction. Ok. Mais on en a plusieurs qui peuvent le faire. On appelle ça, à l'époque, ça s'appelait groupement d'activation 2. Oui, mais vous l'avez pas en générique. Ah, si, tout à fait. Avant, c'était même dans Kill Team 2021. On avait une stat pour ça, GA1 ou GA2, qui a disparu en Kill Team 2024. Oui, non, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ça dépendait des bandes. Oui, voilà, ça dépend des bandes. Ce n'est plus possible dans le jeu de base, en effet, peu importe la faction. En fait, dans Warcry, tu as une compétence qui est jouable par n'importe quel leader qui te permet d'activer un deuxième combattant après un combattant. Ouh, c'est fort ça. Et tu as des teams qui te permettent de combiner, pas de builder, mais de pouvoir créer des combos d'activation. Ouais, c'est ça, des super combos où tu vas pouvoir activer plusieurs combattants d'affilée. Cool. C'est dur à mettre en place, mais si tu le mets en place, que tu te chies pas derrière, tu chies pas tes jets de dés, tu peux être dévastateur. Ouais, d'accord, très bien. Donc c'est grosse demande de ressources pour avoir une très grosse réalisation à la fin. C'est ça. Et en espérant pas faire un quadruple 1 comme certaines personnes. Arrête. Ensuite, on continue avec quel jeu d'escarmouche a le plus évolué ou c'est le mieux amélioré au fil des éditions et pourquoi? Alors, cette question... Moi j'ai une réponse. Vas-y. Kill Team. Ça a commencé avec un White Dwarf il y a 15 ans, où en fait c'était juste jouer à 40k V2 ou V3. Oui, c'est vrai. Bon, avec ça. Je sais que ça a évolué jusqu'à présent, ce beau jeu où chaque personnage il a son univers. Et même le jeu 2018, qui est pas si vieux que ça, qui était un petit 40k like. Et ben maintenant, dès le passage de 2018 à 2021, le jeu a totalement changé. C'est vrai. Et donc, c'est le jeu où il y a eu la plus grosse évolution. Tu sais que je joue à Kill Team depuis la V1. Ah ouais, t'es choqué? Oui, je suis choqué. Tu savais pas ça? La petite boîte, c'est quoi le V1 pour toi? C'est quoi V1 pour toi? Quelle année? Moi j'ai ma réponse. Non mais c'est vieux. Hein. C'est 2010, la première boîte qui s'appelait Kill Team, c'était 2010. C'est vieux, mais je sais que... Mais il n'y a pas eu d'autres versions entre cette version-là et la version qu'il y avait juste avant? Alors, l'historique des boîtes, on l'a fait une petite vidéo sur la chaîne Kill Team France, si vous voulez, faite par Joker, notre cher ami, enfin mon cher ami. Moi, je sais que la plus vieille partie, je crois que j'ai fait de Kill Team, c'était 2016 ou 2017. Ok. Il se trouve que le jeu est sorti en 2018. Le jeu remasterisé en termes que Kill Team avec une grosse boîte Adeptus Mechanicus contre Genesis Hercule, c'était 2018. On a vu auparavant une tentative de boîte de jeu avec une tentative de version qui était affiliée à la V6 ou la V7 en 2010. C'était des cadres taux contre des Ravengard Space Marines. Alors c'était à quel moment où tu pouvais jouer toute la gamme de Warhammer 40 000 avec des élites, avec des commandeurs, ça dit quelque chose? C'était en effet Kill Team 2018 avec l'édition Commander qui a permis de rajouter plein de QG et l'édition Elite qui a permis de rajouter plein d'élites. Oui, mais avant ça, tu pouvais déjà le faire. Non. Non, mais sans tu pouvais jouer à Kill Team sans Commander et sans Elite. Oui, tout à fait, mais avec toute la gamme des troupes. Oui, c'est ça. Voilà. Mais moi, il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est 2016-2017 et peut-être j'en ai refait. Pour moi, c'était 2018 que le jeu est sorti en vrai. En tout cas, c'est sûr. C'était avant le Covid. Oui. Voilà, c'est sûr que ma première partie Kill Team, c'était avant le Covid. Alors peut-être je me trompe sur les années, hein, c'est possible. Mais en tout cas... Goes far away. Voilà, je suis d'accord, sur le coup, je te l'accorde. Kill Team, c'est le jeu qui a le mieux évolué. Merci. Voilà. Le mec qui cherche à tout prix qu'on dise son jeu, quoi. Non mais c'est vrai, quand c'est vrai, c'est vrai. Hein. Question suivante. Les mécaniques de jeu sont-elles plus immersives ou satisfaisantes dans certains jeux comme Underworld par rapport à Kill Team ou Warcry? Or, les mécanismes de combat, sont-elles plus immersives?
Je suis pas sûr que ça soit. Moi, j'aime bien les mécanismes de combat parce que c'est un dé, puis un dé, puis un dé, puis un dé. Ça, c'est vraiment trop cool. Sur Kill Team, c'est vraiment bien. Et Underworld, il y a aussi un truc trop cool avec tes cartes. En fait, non, si tu veux juste utiliser telle ou telle arme, tu lances tes dés. Moi, ce que j'aime bien dans Underworld, c'est le fait que tu vas pouvoir faire évoluer ton personnage. Il va. Il va se mettre en mode exalté. Exalté. Voilà. Comme dans Super Fantasy Brawl, j'adore Super Fantasy Brawl. Tu vas pouvoir exalter ton perso et ça, c'est trop cool. Ça, c'est cool. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est chouette parce que c'est une expérience in-game. Alors que ça, on l'a nulle part ailleurs dans le jeu de gagner de l'expérience pendant le cours de la partie. En gros, pour ceux qui n'ont pas trop compris, c'est que vous avez des personnages. Vous avez des fiches personnages pour chacun de vos combattants et pendant la bataille, vous allez pouvoir faire évoluer tel un super votre guerrier. Il va gagner des bonus, il va taper plus fort, il va être plus endurant. Juste en retournant la carte parce que c'est prévu dans le gameplay que juste la carte se retourne à un moment. C'est ça, si vous arrivez à accomplir la condition qui est marquée sur la carte, votre personnage évoluera, s'exaltera exactement. Est-ce que la condition, ça peut être danser la lambada sur une table dans un bar? Non, ça marche pas, mais si tu peux le faire sans bonus. Parce que pour moi ça marche. Je suis très exalté quand je fais ça. Ça peut être appréciable. On enchaîne, on arrive sur la fin. Si vous deviez recommander un seul de ces jeux à un fan de Warhammer qui n'a jamais joué à des jeux d'escarmouche, lequel choisirez-vous et pourquoi? Commence pas avec Il l'a pas vu venir, dites donc. Non, je sais même pas si j'allais dire ça d'ailleurs. Alors honnêtement, je conseille pas Kill Team, hormis si vous détestez Warhammer Age of Sigmar. Là, dans ce cas-là, je vous aurais dit go Kill Team. Moi, j'ai envie d'attendre la nouvelle boîte d'initiation pour te répondre. Parce qu'elle sort dans 2 semaines, on sait pas si elle va être magnifique ou pas. C'est vrai. Sinon, c'est vrai que Underworld, ça a l'air chouette. Hein. Je pourrais répondre Underworld. Ouais, moi j'aurais dit Underworld, Spearhead. Spearhead, c'est trop bien, mais tu vois, c'est même pas totalement un jeu d'escarmouche parce que t'as beaucoup plus à monter. Oui, c'est vrai. Et vu que tu parles d'une nouvelle personne et que tu veux la mettre insidieusement à rentrer dans ta secte de joueurs de jeux de Wargame. C'est ça. Underworld. Underworld numéro 1. Allez, du coup, on va mettre un Warcry en numéro 2. Pourquoi pas. Et maintenant, en fait, Kill Team, même si c'est un très bon jeu, si vous avez, facile, c'est très dur. En fait, si vous avez un expert avec vous pour vous faire rentrer dans le jeu, c'est ok. Ouais. Si vous avez personne qui connaît Kill Team, je vous conseille pas d'aller sur Kill Team pour votre dur si on n'a pas. Voilà. Si vous avez déjà l'habitude de jouer à des jeux comme Warhammer 40 000, etc., vous pouvez partir sur n'importe quel jeu, peu importe. Vous êtes habitué, vous êtes rodé. Maintenant, si vous venez d'ailleurs et que vous voulez découvrir le wargame, je vous déconseille de commencer par un Kill Team. Moi, j'ai même envie de te dire que quelqu'un qui n'a pas d'expert autour de lui tout court, même s'il a déjà fait du 40K, parce qu'il y a tellement de changements de paradigme par rapport à 40K, c'est vrai. que c'est très dur de commencer tout court par Kill Team sans avoir un joueur bien connaisseur des règles et des subtilités. C'est vrai. On l'a bien vu en Kill Team 2021, il y a plein de gens qui sont tombés à côté du jeu parce qu'ils ont détesté les concepts de ligne de vue. Non, mais c'est pas facile. Hein. Ça a été tout à fait amélioré et je comprends tout à fait. Mais voilà, heureusement, on a des communautés partout en France et heureusement qu'il y a ça. Mais Underworld, petite pépite là. Ouais, pour le coup, carrément. Comment la gestion des cartes, des dés et des autres ressources diffère-t-elle d'un jeu à l'autre? Y a-t-il des jeux qui misent davantage sur la chance ou la stratégie? Putain. Alors, c'est pas déconnant comme question, putain, merci ChatGPT. ChatGPT est très bon, hein. Je sais pas si tu voulais le dire publiquement, mais si, ma communauté sait que je ChatGPTise, il m'aide beaucoup sur mon travail. Mais effectivement, c'est une question qui peut être compliquée à répondre. Maintenant, je pense que dans tous les jeux, tous tes choix stratégiques sont importants. Bien sûr. Donc, mais là, tu as à la fois le hasard du tirage de cartes et du tirage de dés. Ouais. Donc, est-ce que c'est pas quand même plus compliqué de maîtriser ce que tu fais dans Underworld, peut-être même dans Spearhead, parce que tes cartes d'action vont pas forcément correspondre aux objectifs les plus proches de toi? Alors, la différence, c'est que là, tu peux mulligan dans Underworld. Donc, si tu as une mauvaise main, tu peux la changer. Et tu as une nouvelle action qui arrive pour un point d'action. Tu vas pouvoir deny toutes les cartes que tu veux repiocher. Et ça, c'est trop bon. Ouais, c'est très important ça. Donc ça vient remettre du neuf sur Underworld, c'est très très bon. Là dans Spearhead, si t'as une mauvaise main, même au premier tour, tu peux pas t'en défausser. Et c'est très compliqué. Ok, on va voir s'ils nous le font alors. Mais c'est vrai que être à la fois dépendant de dés parce que tu lances des jets de dés et à la fois de cartes, ça rajoute un double aléatoire, j'ai envie de dire. Toi aussi, peut-être en Warcry, le fait de devoir lancer tes dés pour avoir tes actions de base possibles, c'est beaucoup plus dur que nous à Kill Team, c'est les résultats des combats. Et même parfois, comme tu l'as vu hier ou dans ce qu'on a fait, le fait de tirer avec une arme qui a telle ou telle compétence et caractéristique sur telle ou telle armure,
dans telle ou telle condition. Voilà, ça ne veut rien dire, mais tu peux être sûr de faire des one-shots en fait. Si je viens te charger parce que toi, il te reste plus que 2 points de vie, que je lance mes dés, il suffit qu'il n'y en ait qu'un seul qui soit réussi. C'est ça. Et donc, tu sais que tu as des wins automatiques dans notre jeu Kill Team. Donc, ça permet de réduire l'aléatoirisme et c'est la maîtrise du jeu qui devient la plus importante. Ouais, c'est ça. En fait, Warcry, un des trucs que j'aime pas, c'est que c'est dépendant aux aptitudes aussi que tu vas faire et tu peux perdre une partie sur le fait que si la personne... fait ton triple quoi peut-être. En fait, il suffit que la personne, elle ait pris l'initiative, elle a lancé ses dés, elle a un quadruple 6 par exemple et qu'elle claque un gros saccage avec une pièce maîtresse qui est bien placée et en fait, il vous fait tellement mal derrière que vous vous en relevez pas. Ouais. Parce que perdre par exemple 2 figurines sur de l'escarmouche, c'est lourd. Ouais, c'est lourd. Et là, il a fait son coup d'éclat parce que la chance lui a permis de le faire. Ça peut être un peu feel bad peut-être. C'est ça, c'est ça. Okay. Donc ça, c'est un côté que j'espère qu'ils vont un petit peu améliorer sur... C'était pas une question inintéressante. Non, c'est pas inintéressant. Encore une fois. On termine, il en reste 2. Quels sont les avantages et les inconvénients de jouer en solo ou en coopératif dans les jeux d'escarmouche de Warhammer? Kill Team. Non, vas-y, on parlera de ça après parce que c'est évidemment trop bien, parce que c'est des nouveaux modes de jeu. Donc parlons du reste d'abord. Est-ce qu'il y a du coopératif dans tout ça? Spirit, il n'y a pas de coop. Ok. Boarding Action, il me semble. Ça dépend des missions. Ouais, ça dépend des missions. Je pense qu'on peut créer aussi 16 alliances parce qu'on a des missions qui peuvent jouer en multijoueur. Là, tu as du multi. Là, tu as du multijoueur, 3-4, voilà. Je sais pas si c'est des alliances qui doivent être faites en amont ou si c'est pendant le jeu que tu vas les créer. J'ai pas très chouette. Voilà. On n'a jamais été dans des multijoueurs là-dedans. Underworld, t'avais du multi. Maintenant, je sais pas s'ils vont le mettre, mais je pense qu'ils vont le remettre. Okay. En tout cas, t'avais du multi. Sur Kill Team, oui, il y a du multi. Oui. Et sur Warcry, oui, il y a du multi. Ok. Sauf que nous, le petit multijoueur, c'est un nouveau mode de jeu dans les jeux games. Ça va être l'ordinateur, donc une intelligence artificielle, aussi, contre une coopération de 2 personnes. Oui, ça c'est nouveau. Voilà, qui est tout nouveau, qui est le meilleur mode de jeu pour initier quelqu'un. Ça, on peut le dire parce que, un peu comme toi, tu as fait avec Alessia dans une de tes vidéos, c'est tu as 2 factions ou alors 2 demi-factions de la même faction pour aller combattre des nuées qui arrivent. Et donc, ça permet de ne pas avoir ce côté affrontement du je vais te laminer la gueule parce que je connais le jeu et on va être ensemble contre un ennemi commun. Voilà. Et donc ça permet de discuter à 2 de quelle est la meilleure action tout en ayant le même objectif. Et ça, c'est vrai que c'est très chouette dans la coopération qui va être créée. Je ne sais pas si tu as ça à Warcry. Est-ce que j'ai ça à Warcry? Non, il n'y a pas ça à Warcry. Tu peux éventuellement le mettre en place en copiant la base qu'il y a sur Kill Team, parce que ça marcherait pareil. Maintenant, dans les 2 jeux, il y a aussi du multijoueur à 3-4 joueurs, il faut le dire. Donc le multi, on en trouve un peu partout. Et c'est un peu compliqué de répondre vraiment précisément à cette question. Quels sont les inconvénients et les avantages et les inconvénients? Il n'y a que des avantages en vrai. Hein. Space Marine 2, 6v6, ça c'est bien. Il n'y a que des avantages en fait d'avoir du multijoueur. Là, sur Spirit, il n'y en a pas pour l'instant. Donc, moi j'ai un désavantage pour Kill Team en multijoueur. Si tu fais vraiment 3 factions, genre 1 vs1, 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 ça peut être très très long. C'est même des modes de jeu simplifiés en 2021. Parce que tu enlèves certains équipements, certains stratagèmes, les TACOPS aussi, ton pouvoir caché, enfin ton objectif caché, tu l'as enlevé pour justement rester sur 11 bagarres, on va taper l'objectif central qui est sur la map et puis c'est tout. Sinon c'est extrêmement long, le jeu en multi. Mais de toute façon, même un Warcry, quand tu le passes en multijoueur, tu doubles le temps de jeu. Mais est-ce que c'est fait pour? C'est une vraie question. Ouais, après moi j'ai toujours kiffé, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus long. On termine, dernière question, après on fait une conclusion parce que je sais que tu dois y aller et il faut pas que tu loupes ton train. Exactement. Comment voyez-vous l'avenir des jeux d'escarmouche Warhammer? Quelle évolution ou nouveaux jeux aimeriez-vous voir arriver? Mais c'est vraiment une question de conclusion, ça alors. Exactement, mais tu vois, ChatGPT c'est de la bombe. Hein. Il est très fort, il est très fort. Il est très très bon. Heureusement qu'on est là nous les humains aussi pour répondre aux questions, parce que lui il écrit mais il répond pas. Okay, non, mais oui, mais parce que je lui ai dit aussi ce que je voulais un petit peu. Hein. Tout à fait, c'est le prompteur. Exactement. Qui est important. Alors vas-y, Hugo, je t'en prie. Je trouve que l'avenir de l'escarmouche est merveilleux. On voit que l'escarmouche est un des domaines et un des styles de jeu que Games met en avant depuis au moins 10 ans. Je dirais même 5 ans en mode encore plus vénère. C'est arrivé avec Underworlds, le fait, c'était il y a 7-8 ans je crois déjà, Underworlds. On a l'apparition depuis 1 an, même pas, de Spirit avec la nouvelle édition. C'est même pas 6 mois. Voilà, action d'abordage ça a 3-4 ans je crois, enfin 2 ans. 2 ans en fait, 2 ans, les décors Gallo Dark, voilà. Et Kill Team, il y a eu plusieurs tentatives, plusieurs itérations et qui maintenant arrive à un mode de jeu, on va dire, conséquent et très bien trouvé. On a un jeu fini. Voilà, un jeu fini qui était avant en bêta depuis 4 ans. Et
Warcry qui lui a 4 ou 5 ans de mémoire. Je crois 2018, un truc comme ça. Voilà, donc on commence à avoir vraiment cet élan. Ils ont bien compris qu'on était des adultes trentenaires qui avaient une vie à côté. Ouais. Et donc que pouvoir se faire une game de 5-6 heures de Warhammer tout en suivant l'actualité, tout en peignant, tout en montant ses décors, c'était compliqué dans une vie d'adulte, surtout de gens avec des enfants. Exactement. C'est là où je veux rebondir, c'est que l'avantage de l'escarmouche, c'est que on a besoin de beaucoup moins de temps, beaucoup moins de ressources et de place, place pour y jouer. Et que vous pouvez aussi même cumuler plusieurs jeux d'escarmouche. Tout à fait. Parce que c'est pour ça qu'on avait en discuté d'ailleurs. C'est ça. À la différence où une personne qui va s'investir sur Age of Sigmar ou sur 40K, il va avoir du mal à faire autre chose parce que ça demande vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Et c'est rare les gens qui font du 40K et un autre jeu, ou du Age of Sigmar et un autre jeu. Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns mais quand même. C'est une minorité. D'autant plus que quand tu as 40K ou AOS, tu as ton jeu fille qui est derrière version escarmouche. Ils sont malins pour ça. Et c'est pour ça que tout est censé être combinable. On a bien vu en V10, nous, plein de joueurs Kill Team repartir sur la V10 pour ensuite peut-être revenir sur Kill Team avec 2024. Ils sont malins, ils veulent nous mettre des petites envies de passage. Bien sûr, il y a des passerelles de partout, mais il n'y a pas tous les joueurs qui font les passerelles parce que les systèmes de jeu sont pas les mêmes. Il faut réapprendre un système de jeu et des fois ça bloque. Et juste le fait de connaître les teams adverses, les stratégies adverses, suivre la méta si on veut être dans le compétitif, c'est hyper long. C'est hyper long. C'est pour ça que vous ne voyez pas de Warhammer 40 000 sur la chaîne en mode compétitif ou en mode 2000 points parce que j'ai pas le temps. En fait, je peux pas tout faire. Déjà, je joue à tous ces jeux. Plus Age of Sigmar. Déjà. Et j'ai fait Space Marine 2. Ouais, et j'ai fait du patrol aussi un petit peu. Je ne peux pas me permettre de me dire, en plus de ça, je fais du 40K en mode compète, c'est pas possible. Et puis même Seigneur des Anneaux, je vois une boîte Seigneur des Anneaux. Oui, j'ai du Seigneur des Anneaux. Ça a l'air bien, C'est vrai qu'on aurait pu en parler, on n'en a pas parlé. Mais est-ce que c'est une escarmouche Seigneur des Anneaux? Seigneur des Anneaux, pour moi, c'est un petit peu de l'escarmouche. Okay. Est-ce qu'ils vont faire un spirit de Seigneur des Anneaux? Mais non, mais tu sais que... Avec le nouveau jeu, là. Tu sais que Seigneur des Anneaux, c'est figurine par figurine. C'est phase par phase, mais chaque figurine est indépendante. Ah non, je savais pas. C'est vrai? J'en découvre. Ah bah voilà. Bah comme ça on finit sur ça. C'est vrai que on n'a pas parlé de Seigneur des Anneaux, mais j'aurais pu mettre la boîte Seigneur des Anneaux. Et puis surtout avec la nouvelle version de War of Warhammer, maybe ça va avoir un petit mode de jeu indépendantiste. Bah de toute façon, tu peux builder, tu peux dire à ton adversaire, on joue en 400 points. Oui, et puis je pense qu'il y a plein de scénarios dans les White Dwarfs qui viennent de ça. Et je pense que dans tous les jeux, on a des scénarios particuliers dans les White Dwarfs qui ont été arrivés à un moment ou un autre de leur existence pour réduire la consistance d'un jeu de grande bataille. C'est vrai. Mais dans tous les cas, Seigneur des Anneaux, il faut savoir que c'est de l'activation. Alors c'est phase par phase entre guillemets, mais c'est de l'activation figurine par figurine. Waouh. Il n'y a pas d'unité. Ouais, même sur un guerrier du Gondor? Non, il n'y a pas d'unité. Waouh, ok. C'est juste que tu vas avoir des boosts si ton guerrier il est collé à l'autre, tu vas pouvoir utiliser la lance, tu vas pouvoir bénéficier d'un bouclier, des trucs comme ça, tu vas avoir des soutiens et tout, mais tu bouges pièce par pièce et tes armées, c'est quoi? C'est 50 figurines peut-être à peu près, 40-50 figurines, c'est pas du 100 ou 150 figurines comme tu pourrais trouver sur une armée Soul Blight ou... Tout à fait. Enfin, moi je joue à 40 mumakills, enfin je gagne tout, vu que j'ai 40 mumakills sur le terrain de jeu. Mais déjà si t'en as deux, c'est énorme. Ah oui, c'est vrai. Parce que je crois que il coûte déjà la peau de la fesse. La peau de la fesse, voilà. Mais, voilà. On va peindre du Seigneur des Anneaux et puis on arrête tout ça. Seigneur des Anneaux, c'est excellent comme jeu. Si t'as jamais joué. Non, mais je parle, on fait ça maintenant. On a 20 minutes avant que je parte, donc on fait ça maintenant. Non, je pense qu'on n'aura pas le temps. Ah mince. Non. Dommage, Hugo. Dommage. Mais si tu veux, dans une prochaine vidéo, peut-être qu'on pourra tester. Je pourrais même te faire tester Seigneur des Anneaux dans la nouvelle version. Tu verras que Seigneur des Anneaux, c'est un excellent jeu. C'est vrai que c'est évidemment nos premiers amours en plus, Seigneur des Anneaux. C'est nos premiers amours, c'est un peu le papa. Et oui. Mea culpa, c'est vrai qu'on n'y a pas pensé de suite. On aurait pu le rajouter. Ouais. Il aurait coché énormément de cases par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Maintenant, c'est quand même un jeu semi-mort. Si on espère revivre un de ces quatre. Il est pas mort parce qu'il y a une très belle communauté, mais qui est très motivé. Ce qui est compliqué, c'est que les règles sont en anglais, même si tout a été traduit en français par la commu. Mais en gros, pour quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'a pas de connaissances ni rien, qui n'a pas d'infos, il arrive, il dit je veux faire du Seigneur des Anneaux, où je trouve des joueurs, le livret en anglais, et moi l'anglais c'est compliqué. C'est un peu plus complexe de rentrer. Donc j'espère que cette nouvelle version de Seigneur des Anneaux va rabattre un peu les cartes. Sinon, on n'a qu'à prendre une machine à voyager dans le temps. On revient à l'époque où il y avait les éditions Atlas numéro 1, numéro 2, numéro 3 en français, et on pouvait avoir vraiment des petites parties. C'est ma Madeleine de Proust. Exactement. Tu vois, le fait qu'il y ait eu Warhammer version Conquest et Imperium en mode petit numéro par petit numéro, c'était fabuleux. Fabuleux. Ouais. Donc Seigneur des Anneaux, si jamais vous êtes fan aussi, c'est un très bon jeu.
De toute façon, tous les jeux. Et t'as aussi Shatterpoint, vas-y, on parle de Shatterpoint. Shatterpoint, c'est pas Warhammer, mais j'ai même pas testé en plus. Ouais, moi non plus, j'ai revendu mon set parce que j'ai pas le temps, Et ouais, mon esprit glisse ailleurs. Oh là 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 là, Hugo. C'était la meilleure blague pour terminer cette partie. Allez, clap de fin. Merci Wiz d'être venu sur ma chaîne, j'espère que ça t'a plu. C'était Hugo's avec un Games TVZ. Alors merci de m'avoir prêté tout ton matériel, ta maison, ton appartement pour cette belle vidéo qui ira sur ma chaîne personnelle. Parce qu'il n'est pas au courant, je récupère la carte SD et je me casse de suite. Comment c'était? C'était au top, merci Hugo, du moins merci à toi de m'avoir invité dans ton studio, c'est le mec qui rend fou. Non, c'était top, merci encore. Et juste pour conclure, pour finir de répondre... Tu veux qu'on conclue? Okay. Ouais, on va conclure quand même Hugo pour une petite fin de conclusion. Allez, douce comprise. Juste pour vous dire, pour moi l'escarmouche c'est un peu l'avenir du jeu de wargame parce que c'est le wargame qui... parle un peu à tout le monde. C'est le wargame qui pourrait être mainstream un peu, qui pourrait faire venir un peu tout le monde. Et en parlant de mainstream, on espère un jour qu'il y aura des boîtes thématisées sur les jeux vidéo, sur les séries. Vous avez commencé à voir ça en Warhammer Age of Sigmar, c'est trop bien. Mais peut-être qu'un jour, quand les séries deviendront mainstream, on aura ça et que ça ira dans nos cultures. Bon, c'est déjà le cas, mais peut-être que ça continuera. Ou alors des Polly Pocket, ou alors des My Little Pony de Wargame. My Little Pony du Wargame, qu'est-ce que tu dis de ça? Putain, on a perdu Hugo. On a perdu Hugo. Ok, pas de patrouille. Pas de patrouille. Ok, je vais sauver le monde. C'est mon fils qui me parle de ça. Mais oui, le pas de patrouille du Wargame. Qui veut créer des modes de jeu comme ça? Tout le monde pour faire jouer ses gamins depuis 3 ans. Les duplos du Wargame. Je sais pas combien il faut quel âge il faut pour commencer à jouer à Warhammer, mais je dirais une dizaine d'années. On en parle souvent sur les groupes, en fait, on a des gens qui essayent à partir de 5-6 ans, avec des règles hyper simples, je pense que et après 8-9 ans, ils essayent à commencer à des petits jeux d'escarmouche comme ça. Il faudrait vraiment faire une vidéo sur le Wargame et les enfants, parce que nous on a un channel Discord sur le Discord, Kill Team France, qui s'appelle Kids Team, et les gens parlent de ça, de comment est-ce qu'on peut parler de Wargame avec ses amis, et je pense qu'il y a des versions plus épurées de certaines règles qui peuvent fonctionner pour pouvoir s'amuser ensemble. Voilà, tu m'as donné une idée de vidéo. Le wargame pour les enfants, ça donne quoi? Bon bref, on verra tout ça. Hein. Hugo, merci encore. On s'arrête parce que sinon tu vas louper ton... Faut que je parte, vite, je suis en retard. On fait une conclusion parce que quand même, il faut conclure. Hein. Donc comme d'habitude, Hugo, merci encore. Il a été là, pendant 3 jours, on a tourné des vidéos, ça va sortir au fur et à mesure. N'hésitez pas à rester connecté, à mettre un gros pouce des familles comme d'habitude pour vous pour nous donner le soutien. Un commentaire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, à vous abonner, à activer la cloche, tout ça. Ouais, les Discords de chacune de nos communautés. Les Discords de Kill Team France, les Discords de WizGame TV. Vous avez aussi Facebook, tout ça. Les pages Facebook, les autres liens sur lesquels je suis présent. Il y a aussi le Tipeee. Si vous voulez me soutenir sur Tipeee, je mettrai le lien en description. Les tipeurs, vous avez accès à tous les jeux concours. Je mettrai aussi le lien MyHobbyPlace. Si jamais vous voulez nous soutenir sur MyHobbyPlace, n'hésitez pas. Et vous cliquez sur l'onglet que vous préférez, WizGame TV ou Kill Team France, peu importe. Moi, je commence à lire, je m'ennuie. Et Hugo, c'est la fin, donc je vais faire la conclusion. Oui, fais la conclusion, vas-y, moi je suis en train de lire, je fais ma vie. Tu veux pas venir devant la caméra? Ok, d'accord. Il n'est pas calme, Merci encore à tous d'avoir regardé cette vidéo et nous on vous dit à plus pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!